Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence virtuelle interactive du CNESCO et de l'IFE. Donc, thématique tout à fait cruciale pour l'enseignement, puisque aujourd'hui nous avons ensemble la chance de pouvoir échanger autour de la différenciation pédagogique. Alors, différenciation pédagogique, c'est vrai, c'est un terme qui est de plus en plus éculé, de plus en plus répété, de plus en plus associé à des injonctions institutionnelles. Donc, on a aussi sous-titré cette conférence comment s'adapter, comment adapter l'enseignement pour la réussite de tous les élèves. On va donc rentrer dans cette thématique, dont vous voyez évidemment qu'elle est extrêmement large. Alors, on ne va pas évidemment solutionner l'ensemble des problèmes, apporter l'ensemble des solutions autour de cette thématique en une séance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous rentrons dans un cycle de conférences virtuelles interactives autour de la différenciation pédagogique. C'est la numéro 1. Nous ferons une autre conférence numéro 2 en début 2018 sur les pédagogies coopératives. Et puis ensuite, la troisième thématique, c'est vous qui la choisirez. On ouvrira très largement le choix sur des thématiques qui correspondent réellement à vos besoins. Je vais être très franche, ce n'est pas non plus en 3 conférences interactives virtuelles de ce type-là que on aura discuté une thématique aussi difficile, aussi cruciale pour l'enseignement en France. Donc il faut bien voir que c'est une mise en bouche. Ces conférences sont là seulement pour donner envie de s'inscrire à des formations continues, d'ouvrir des ouvrages sur le sujet. Donc on va malheureusement survoler tout ça, mais tout de même poser certaines questions et puis surtout se donner la chance d'échanger avec vous. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous donc Marie Toulek-Terry, qui est maître de conférence donc à l'Université de Nantes en didactique comparée et qui a été la présidente du jury de cette conférence sur la différenciation pédagogique. Et puis Benoît Galland nous fait aussi le plaisir d'être avec nous. Il nous vient de Belgique, de l'Université catholique de Louvain, et c'est un spécialiste tout à fait reconnu des apprentissages des élèves. Il est intervenu lors de la conférence, évidemment, de consensus sur la différenciation pédagogique. Donc, merci à tous les deux de nous donner de votre temps. Cette conférence de consensus, alors très rapidement, pour ceux qui n'ont pas déjà assisté à des conférences de consensus du CNESCO, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que le CNESCO a développé des conférences de consensus? Quelle est finalement la démarche de ce conseil qui est en charge d'une évaluation régulière, indépendante du système scolaire? Nous procédons toujours de la façon suivante. Nous demandons à des chercheurs de mener des évaluations sur les thématiques qui nous intéressent. On a travaillé sur la lecture, on a travaillé sur les mathématiques. Là, on a travaillé sur la différenciation pédagogique. Bientôt, on travaillera aussi, sachez-le, sur les écritures, sur la production de l'écrit. Donc, il s'agit dans un premier temps, finalement, de conduire des évaluations indépendantes réalisées par des chercheurs sur comment les élèves apprennent les mathématiques, la lecture, etc. Et ensuite de pouvoir partager ces évaluations avec la communauté éducative. C'est vraiment l'ADN du CNESCO de ne pas être un évaluateur gendarme, mais d'être un évaluateur qui accompagne la communauté éducative, c'est-à-dire que nous produisons des évaluations pour pouvoir les partager avec vous, pour pouvoir les partager avec ceux qui font vraiment l'éducation au quotidien. Au-delà de ces évaluations sur lesquelles nous échangeons, nous souhaitons également synthétiser des résultats de recherche, vous apporter des conclusions de recherche sur des thématiques, de façon à ce que la communauté éducative puisse s'en emparer. Pourquoi? Ce serait tout à fait anxiogène juste d'arriver à la communauté éducative avec uniquement des résultats d'évaluation et de dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. et de s'en arrêter là. Très clairement, pour que l'évaluation soit un levier du changement, pour que l'évaluation soit au service des acteurs de terrain, il faut également qu'on ouvre les portes des laboratoires, qu'on fasse des liens entre la recherche et les praticiens pour pouvoir aussi échanger sur des pratiques dont on sait qu'elles peuvent avoir des résultats positifs dans les apprentissages des élèves. Donc ces conférences de consensus, elles sont le résultat de cette logique, c'est-à-dire la production d'évaluations, des échanges entre les chercheurs
et les praticiens, et surtout le rôle central des praticiens, puisque dans ce jury de la conférence de consensus, et Marie Tellecturi y reviendra, dans le jury finalement, ce sont les praticiens qui écrivent les recommandations au vu évidemment des résultats de la recherche. Vous retrouverez, il y a déjà tout un cycle de conférences qui sont en ligne, donc vous retrouverez des résultats sur la numération au primaire, sur la lecture dans l'enseignement obligatoire et sur la différenciation pédagogique sur notre site. Pourquoi ces conférences virtuelles interactives qui font suite finalement aux conférences de consensus qui sont déjà en elles-mêmes des conférences. Vous avez été très nombreux à nous solliciter à la suite de ces conférences de consensus pour dire c'est très intéressant, j'ai lu les recommandations, mais finalement, moi j'aimerais aller plus loin. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait tel type de recommandations. Et là, Marie Tellecturi sera là justement pour échanger avec vous. D'où ça vient? Est-ce que c'est en lien avec les recherches? Mais quelles recherches? Parce qu'en fait, les praticiens sont aussi très attachés à savoir d'où viennent ces recommandations. Quels sont les éléments qui permettent de les légitimer? Quels sont les éléments de recherche qui permettent de mieux les comprendre? Et là aussi, Benoît Galland sera là pour échanger avec vous. Donc on essaye dans ces conférences virtuelles interactives, comme le dit le terme interactif, d'échanger avec vous pour aller plus loin par rapport à ces recommandations. Donc toutes vos questions, évidemment, sont les bienvenues. Je serai maître du temps, je me tourne vers nos deux intervenants qui sont aussi des universitaires, et vous saviez combien les universitaires sont évidemment bavards. Donc nous nous sommes mis d'accord, il y a un pacte, un contrat dans ces conférences, c'est que les intervenants au maximum utilisent 1 heure de ces conférences et 1 heure est vraiment dédiée aux échanges avec vous. Vous êtes aujourd'hui très nombreux. Nous avons des centaines, vous êtes plus de centaines à vous être inscrits à cette conférence. Donc nous essaierons évidemment de traiter un maximum de questions. Ne nous en voulez pas s'il y a certaines questions qui ne sont pas traitées, mais sachez de toute façon que nous entamons un cycle. C'est notre première conférence sur la différenciation pédagogique. Il y en aura un deuxième, comme je vous disais, sur les pédagogies coopératives. Et la troisième thématique, c'est vous qui la déciderez. Nous lancerons un sondage. Donc, il y aura encore d'autres moments pour revenir sur les questions qui n'auront peut-être pas été traitées. Et ce sera certainement le cas, qui n'auront pas été traitées dans cette conférence. Cette conférence virtuelle interactive n'aurait pas été possible sans le partenariat à la fois logistique, numérique de l'université donc Sorbonne Nouvelle. Cette université est en pointe sur le numérique, elle nous accompagne depuis le début sur ce cycle. Évidemment, l'IFE est toujours partenaire de l'ensemble des opérations que nous développons autour des conférences de consensus. Et puis, aujourd'hui, nous avons la chance d'être soutenus également par le réseau des ESP et d'être dans les locaux de l'ESP de Paris. Donc vous pouvez voir un cadre tout à fait accueillant. Évidemment, la symbolique n'est pas neutre. Nous avons la chance d'être dans la maison de la formation des personnels d'éducation, pas seulement des enseignants. Et vous reflétez ça aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans une formation, un début de formation, des éléments qui sont donnés à l'ensemble des catégories qui constituent l'éducation. Donc vous êtes très nombreux, enseignants, inspecteurs, formateurs en SP, aussi des chercheurs, responsables de formation en académie, et j'en oublie. Voilà. Donc, mais c'est de la maison commune de la formation, et le CNESCO reflète aussi ça. Donc merci à l'ESP de Paris de nous accueillir aujourd'hui. Rapidement en introduction, avant de laisser la parole à nos intervenants, pourquoi s'intéresser à la différenciation pédagogique? Les enseignants, et puis l'ensemble des personnels d'éducation sont évidemment aujourd'hui confrontés à une diversité scolaire, sociale, comportementale des élèves dans les classes. Le redoublement, et c'est tout à fait positif, le redoublement a fortement reculé et donc l'hétérogénéité, notamment scolaire, dans les classes s'est accrue. La recherche nous montre de plus en plus, et Benoît Galland va revenir sur ce point-là, que les élèves apprennent différemment. Attention, et vous avez déjà posé des questions, même avant la conférence en ce sens-là,
attention, quand on parle de différenciation, et nos intervenants vont y revenir, hein, certes, rythme différent, hein, chemin différent des élèves, mais tout le monde doit atteindre un socle commun, hein. Et donc c'est bien cette tension aussi qui sera au cœur de cette conférence, c'est qu'il doit y avoir certainement une différenciation des apprentissages, une différenciation des chemins des élèves, mais surtout pas une différenciation des objectifs. Parce que le socle commun, c'est ce qui doit finalement être visé par l'ensemble du système éducatif français pour arriver à limiter ces inégalités scolaires et sociales qui sont extrêmement prégnantes en France. Autre élément sur lequel on reviendra, pourquoi différencier? Pourquoi cette conférence? Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas, évidemment, et vous le savez dans vos classes, il n'y a pas une seule façon d'enseigner. Donc là, c'est vraiment la logique, et Marie reviendra là-dessus. Il n'y a pas de recette miracle. On va bien parler d'approche de différenciation pédagogique. Et puis, dernier élément, et vous le soulignez toujours à partir du terrain, les injonctions institutionnelles, évidemment, sont nombreuses, mais les soutiens sont encore limités. Donc, on fait un tout petit pas dans ce sens-là en organisant aujourd'hui cette conférence virtuelle interactive. On parle beaucoup de différenciation pédagogique, mais finalement, on apporte des éléments encore trop limités aux acteurs de terrain. Et ça se voit lorsqu'on regarde finalement des bilans, notamment dans les conférences internationales. Vous avez ici les chiffres de l'enquête de l'OCDE Thalys 2013 sur les enseignants au collège. La question suivante était posée, on leur demandait à ces enseignants s'ils donnaient des travaux différents aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage et ou des élèves qui peuvent progresser plus vite, et ceci fréquemment ou à presque tous les cours. Vous voyez qu'en France, nous avons 22% des enseignants en collège qui nous disent que oui, les contenus sont différenciés pour les élèves qu'ils jugent en difficulté ou pour les élèves qui avancent plus rapidement, alors que dans la moyenne des pays qui participent à cette enquête de l'OCDE, 44% des enseignants en collège font une réponse positive à cette même question. Donc il y a un vrai décrochage. Il est intéressant de voir qu'on a un décrochage qui est moindre quand on pose finalement une question qui n'est pas similaire, mais qui nous permet aussi d'approcher quelque peu cette différenciation. Mais là, on ne pose pas la question aux enseignants, on pose la question aux élèves. Et dans PISA, on demande aux élèves, alors on est sur du lycée et puis plus marginalement au collège, on demande aux élèves si leur enseignant apporte une aide individualisée lorsqu'un élève a des difficultés à comprendre un sujet. Là, vous voyez qu'il y a quand même 38% des élèves qui, à 15 ans, répondent oui en France. Donc ça semble beaucoup plus élevé. Cette aide, finalement, est davantage perçue par les élèves que par les enseignants. Mais il y a toujours un décrochage, vous le voyez sur ce graphique. 38% des élèves qui perçoivent cette aide individualisée lorsque l'élève a des difficultés, alors que dans la moyenne des pays de l'OCDE, 48% des élèves déclarent recevoir ou que d'autres élèves reçoivent cette aide. On a peut-être à travers le troisième graphique que je vous présente aujourd'hui un début d'explication de cette situation, c'est la formation, ou plus particulièrement la faiblesse de la formation qui est donnée aux enseignants sur cette thématique de la différenciation pédagogique. Là, vous avez des chiffres d'une enquête internationale, TIMSS, on en a beaucoup parlé l'année dernière, TIMSS mathématiques au primaire, et on demandait donc aux enseignants donc de 4e année, donc en France on est dans le CM1, 4e année en primaire, on demandait aux enseignants s'ils avaient participé durant les 2 dernières années, donc nous sommes en 2015, donc sur les années 2013-2015, on demandait aux enseignants de CM1 s'ils avaient participé plus d'une fois à une formation continue sur le thème de la gestion des besoins individuels des élèves. Vous voyez, les réponses sont éloquentes. 15% seulement des enseignants répondent positivement à cette question,
alors qu'on avait à cette même époque quand même la mise en place du dispositif plus de maîtres que de classes. Donc on aurait pu imaginer évidemment plus d'engagement des enseignants dans des formations autour de cette gestion des besoins individuels différenciés des élèves. 15% en France, 42% des enseignants en quatrième année du primaire dans les pays qui participent à l'enquête. Donc vous voyez que là, le décrochage est tout à fait manifeste et on échangera peut-être sur ce point-là. Les recherches sur lesquelles, très rapidement, vous les retrouverez sur notre site. Tout le travail qu'a conduit Marie Toulecteri avec le jury s'est appuyé évidemment sur un ensemble de ressources de recherche, deux rapports importants. Le premier sur les différents types de différenciation structurelle et leurs impacts sur les acquis des élèves, de Dominique Lafontaine, qui nous vient là aussi, comme Benoît Galland, de Belgique, et un autre rapport, qu'est-ce que la différenciation, sur quoi et comment. Nous avions donc consulté Alexia Forget de l'université suisse. Donc vous retrouverez ces éléments. Vous retrouverez aussi l'ensemble des interventions sous forme de vidéos des experts qui étaient intervenus dans la conférence elle-même. Et c'est donc sur l'ensemble de ces ressources intellectuelles que le jury s'est fondé. J'en ai fini de cette introduction. Donc vous voyez dans le cadre dans lequel elle a évolué, vous voyez quelle a été la démarche coopérative avec une approche scientifique. Et donc la première question est adressée pour cette conférence donc à Benoît Galland. Avant de rentrer finalement dans l'enseignement, Benoît Galland, on voulait vous interroger sur les processus d'apprentissage des élèves, puis des jeunes en général, des enfants même plus globalement, puisqu'on voit bien que toute notre logique ici, quand on parle de différenciation pédagogique ou d'adaptation de l'enseignement pour la réussite de tous les élèves, toute la logique évidemment est de partir de l'élève, mais vous allez peut-être nuancer ça justement, en tout cas de partir de rythme ou en tout cas d'entrées différentes des élèves dans les apprentissages. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Je vous passe la parole. Merci. Donc je vais essayer. Donc le défi ici, c'est bien de se dire, si on veut atteindre un socle commun pour tous les élèves, c'est un défi autrement plus difficile que simplement dire on va tous les traiter de la même façon. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est à quel mécanisme d'apprentissage faire attention, à quelle différence chez les élèves être attentif, peut-être pour éviter de mettre son temps et son énergie sur des différences finalement qui ne sont pas cruciales pour l'apprentissage. Alors je vais essayer de vous dire un peu sur certains aspects qu'est-ce que la recherche nous dit. D'abord, la motivation. Bon, ça paraît évident que la motivation est importante. Et en effet, la recherche confirme que s'appuyer sur les centres d'intérêt des élèves, ça peut faciliter certains apprentissages. Ça peut aider les élèves à rentrer dedans. Mais en même temps, on a un programme à l'école. On a la nécessité d'éveiller les élèves à d'autres centres d'intérêt que ceux qu'ils amènent avec eux à l'école en fonction de leur origine sociale, de ce qu'ils font dans la famille, etc. Ensuite, les travaux sur la motivation, qu'est-ce qu'ils montrent? C'est que le vrai moteur de l'apprentissage, c'est plutôt d'arriver à maîtriser graduellement des défis. Donc, ce n'est pas juste de rester dans ce qu'on aime, c'est vraiment cette idée d'arriver à se dépasser et d'avancer. Donc, l'intérêt, oui, mais peut-être pas que. Ensuite, des travaux de recherche peut-être plus interpellants qui ont essayé de voir si, quand on laissait l'élève choisir et suivre ses préférences, est-ce que c'était un avantage pour l'apprentissage des élèves? Et là, les travaux de recherche ne sont pas très concluants et montrent que ce n'est pas tellement un avantage pour les élèves de les laisser choisir systématiquement ce qu'ils préfèrent. Donc, peut-être l'idée aussi que finalement, l'élève ne sait peut-être pas toujours ce dont il a le plus besoin pour avancer dans ses apprentissages. Ensuite, ce constat que certaines pratiques d'enseignement peuvent être favorables à l'engagement des élèves, donc au fait que l'élève s'investit dans la tâche, quel que soit le type de motivation qu'il a au départ. Donc de nouveau, voilà, peut-être pas trop investir sur ce volet-là, parce qu'on risque d'enfermer les élèves dans des centres d'intérêt très particuliers. Deuxième aspect sur lequel on peut avoir un éclairage de la recherche, c'est les styles d'apprentissage. Est-ce que c'est vraiment un gain d'essayer de repérer le style des apprentissages des élèves et de s'y adapter? Ce que la recherche nous dit, c'est très compliqué de savoir c'est quoi un style d'apprentissage. Il y en a plein qui ont été proposés, on ne sait pas très bien comment les définir et comment les mesurer, donc ce n'est pas très clair. Deuxième élément,
quand on essaye de voir est-ce que vraiment on a un bénéfice à essayer de faire correspondre le style d'enseignement au style d'apprentissage de l'élève, ben, ce qu'on constate, c'est que non. Il n'y a pas vraiment de gain pour l'apprentissage à faire coller, à essayer d'adapter son enseignement au style qu'on a repéré chez l'élève. Donc ça ne semble pas très porteur. Un petit mot sur les cheminements d'apprentissage. En effet, les travaux de recherche montrent que pour différents objets d'apprentissage, on a bien parfois des cheminements d'apprentissage différents, mais que ceux-ci sont plutôt en nombre limité. Et que par contre, il y a des tâches qu'il vaut mieux apprendre systématiquement d'une certaine façon. Il y a des tâches qu'on va mieux réussir ou qu'on va mieux mémoriser avec une technique visuelle, d'autres qu'on va mieux mesurer avec une technique orale, par exemple. Donc, la nature des tâches aussi est très importante à prendre en compte. Et finalement, un troisième élément sur lequel j'avais envie d'intervenir, avec ma casquette de chercheur, c'est la question des acquis antérieurs. Donc là, on a par contre un corpus de recherche qui est très très cohérent et qui dit on apprend à partir de ce qu'on sait déjà. À la fois parce que ce qu'on connaît déjà, ça va orienter la façon dont on aborde une nouvelle tâche, mais aussi parce que plus on connaît de choses dans un domaine, plus on a des connaissances qui sont intégrées et organisées, plus facile on va avoir à apprendre et plus vite on va apprendre. Donc les connaissances spécifiques dans un domaine sont très très importantes pour l'apprentissage. Bien plus, il y a des travaux de recherche qui montrent que le niveau de connaissance ou de maîtrise que vous avez dans un domaine, ça va influencer comment vous réagissez à l'intervention de l'enseignant. Si vous êtes novice, si vous ne connaissez pas beaucoup de choses dans un domaine, ça va être très important d'être guidé et d'avoir beaucoup de structure. Par contre, si vous avez déjà développé un niveau d'expertise ou de maîtrise relativement élevé, si on vous donne trop d'informations, trop de guidance, etc., ça va plutôt perturber votre apprentissage. Voilà un exemple. Donc, le niveau de maîtrise ou de connaissance dans un domaine est vraiment important. Ces connaissances, elles concernent aussi la façon dont on apprend. Donc, on a des inégalités entre nos élèves dans les connaissances qu'ils ont sur comment on apprend, quelles sont les stratégies intéressantes, comment on peut réguler son apprentissage. Et ça, c'est important aussi à prendre en compte. Donc en fait, ces acquis antérieurs, c'est vraiment un élément essentiel comme source pour comprendre les différences entre les élèves. Et donc pour un petit peu conclure sur ce point-là, donc oui, évidemment, les conditions qui favorisent l'apprentissage, elles ne sont pas que cognitives. Elles sont aussi émotionnelles et aussi relationnelles, et ça c'est vraiment très très bien établi aujourd'hui. Mais en même temps, prendre en compte l'état des savoirs de chaque élève, là où il en est, qu'est-ce qu'il connaît sur le sujet qu'on veut aborder, c'est vraiment crucial pour l'apprentissage. Et donc aussi, l'aider à constituer une solide base de connaissances dans le domaine. Si on veut réduire les inégalités, ça c'est un enjeu majeur. Majeur, parce que vraiment, les élèves arrivent inégaux à l'école en termes de type de connaissances qu'ils ont développées, de quantité de connaissances, et donc c'est très important d'intervenir là-dessus si on veut réduire les inégalités. Deux implications, si on veut, importantes de ça. La première, c'est que oui, on aurait sans doute intérêt dans notre école, peut-être à diversifier davantage le type de connaissances qu'on valorise et qu'on reconnaît. On a quand même des programmes et des types de connaissances qui sont très stéréotypés à l'école et qui laissent de côté peut-être tout des pans entiers de certaines cultures ou groupes sociaux, et là, il y a peut-être quelque chose à faire. En même temps, il ne faut pas assigner un élève, parce qu'il vient de tel groupe, à tel objet d'apprentissage, mais plutôt montrer la diversité. Deuxièmement, et ça je pense que c'est pour moi un enjeu majeur, ou une conclusion majeure des travaux de recherche récents et même déjà un peu plus anciens, c'est que la nature des contenus d'enseignement et la qualité des situations d'apprentissage sont sans doute beaucoup plus importants que ce que l'enseignant a comme impression ou comme supposition sur les caractéristiques générales des élèves. Donc il y a vraiment un enjeu. L'enjeu, il est dans les tâches et dans les dynamiques d'apprentissage, donc les contenus et les situations, peut-être plus que dans les caractéristiques globales de l'élève. Voilà. Merci Benoît. Peut-être ce point-là me paraît tout à fait fondamental. Est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu développer? Parce que ça, je crois que c'est une idée qui est un peu percutante. Et en fait, donc, ma compréhension des travaux de recherche dont j'ai pu prendre connaissance, et je pense qu'on est plusieurs collègues dans le champ de la recherche à partager la même idée, c'est que finalement, les différences globales, genre même niveau quotient intellectuel, vitesse d'apprentissage, éventuellement style, préférence pour les informations de tel ou tel type, etc., sont moins importantes pour apprendre un objet d'apprentissage précis que les connaissances précises, spécifiques que j'ai sur cet objet d'apprentissage-là. Et donc, ce qui va compter le plus, ce n'est pas tellement toutes les caractéristiques globales avec lesquelles je viens, mon milieu familial, ma situation familiale, etc. C'est vraiment, au moment même, comment on va me préparer à la tâche, quelles consignes on va me donner, quelles ressources on va me donner pour m'aider à réussir la tâche et à avancer dans la tâche. Et que finalement, c'est là que sont les leviers sur lesquels peut agir l'enseignant. L'enseignant ne peut pas tellement changer qui est l'élève, sa personnalité, son origine familiale, la dynamique familiale dans laquelle il a été éduqué. L'enseignant, il a pris sur comment il aborde les contenus et comment il construit les situations d'apprentissage. Il se trouve que ça, c'est vraiment des éléments clés
Alors, on n'est pas tout puissant, évidemment, mais la recherche tend à dire que ça, c'est vraiment des éléments extrêmement déterminants au moment de la situation d'apprentissage. Est-ce que donc un champ très important de recherche, Marie Toulek-Terry, alors comment justement le jury a travaillé à partir de à la fois des évaluations et puis de ce champ de recherche qui est finalement extrêmement riche, puisqu'on voit bien qu'il y a des approches pédagogiques différentes, il y a des entrées par les processus cognitifs des élèves, donc quel a été votre travail? Et quelles sont finalement, pour vous, les principales recommandations que vous avez pu en tirer, puisque je rappelle que vous avez travaillé, vous avez présidé ce jury, vous pouvez peut-être revenir sur sa composition, justement. Ouais. Donc nous étions 19, et nous étions 19 de fonctions très hétérogènes, puisque tous connaisseurs de l'école, mais on avait des chefs d'établissement, on avait des inspecteurs de l'éducation nationale, des enseignants, des formateurs. Donc ça, c'était extrêmement, cette hétérogénéité était particulièrement importante. On s'est retrouvé avec cette dimension de la différenciation pédagogique et qui n'est pas un concept scientifique. On est bien parti des pratiques, donc c'était extrêmement important. En revanche, et là, dans la configuration de cet après-midi, on a demandé à Benoît de démarrer parce que ça semblait important de montrer un certain nombre de résultats. C'est ce qui nous est arrivé dans le jury, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à écouter 17 enseignants-chercheurs, 18 conférences, et pour lesquelles il nous fallait faire une sorte de traduction à destination des enseignants pour que ça devienne un outil valable pour tous. C'est ce qu'on espère en tous les cas. Du coup, on s'est retrouvé avec, bien entendu, en tant que professionnel, des idées, voire des idéologies qu'il a fallu abandonner ou laisser de côté pour pouvoir entendre ce que chacun avait à dire, chacun des chercheurs. Et là, Benoît Galland vient de vous proposer une introduction qui très certainement vous déstabilise dans vos manières de faire. Nous aussi, on a été déstabilisés, mais le but, c'était bien de prendre connaissance des rapports scientifiques, d'étudier en fait les notes qui ont été remises par l'ensemble des experts. Donc nous avions à notre disposition 2 rapports, les notes des experts et bien entendu leurs interventions. À partir de là, en amont, au moment, puis en aval, nous avons essayé de bâtir ce qui nous semblait être suffisamment consensuel, mais dans une hétérogénéité de points de vue, pour aboutir à nos recommandations, en espérant qu'elles elles sont suffisamment précises et suffisamment éclairantes pour la pratique et les pratiques des enseignants. Du coup, le CNESCO nous a donné un périmètre de recommandation. Donc on avait des contraintes dès le départ. On avait la contrainte d'être sur l'école obligatoire. Donc essentiellement l'école et le collège, mais bien entendu, on n'exclut pas non plus le lycée. La deuxième contrainte, c'était des élèves ordinaires. Mais vous pensez bien que, bien entendu, c'était les apprentissages de tous les élèves qui nous ont intéressés, mais spécifiquement ceux qui sont les plus en difficulté. Donc ça n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on s'adresse à effectivement ces élèves qui présentent des difficultés avec ou sans handicap aussi. On s'est centré sur les temps de classe, donc on n'est pas sur le périscolaire ni sur le champ du hors scolaire, et on est véritablement sur les pratiques dans la classe ou dans l'établissement. C'est-à-dire il y a 2 strates. Là, aujourd'hui, je ne vais pas travailler particulièrement la strate établissement ou équipe d'école parce que Nathalie Mons a bien dit qu'il y aura d'autres conférences, mais je vais plutôt m'attarder sur les pratiques pédagogiques et notre processus en fait d'élaboration des recommandations. Alors, on a tenu à faire un préambule, c'est-à-dire on a tenu à faire en sorte qu'il y ait quand même 3 éléments qui soient particulièrement affirmés et qui sont des résultats consensuels qui ont traversé l'ensemble des contributions scientifiques. D'abord, de dire que
un enseignement indifférencié va créer des écarts. Du coup, ça ne signifie pas que la différenciation pédagogique ne crée pas des écarts, mais si on a une indifférenciation, ça ne fonctionne pas. Et que cette indifférenciation, en fait, elle va renforcer les différences. Donc ça, c'était un premier point qui a traversé les contributions. Un deuxième point aussi était important parce que dès qu'on parle de différenciation pédagogique, on a tendance à penser individualisation. Donc, ce qui a traversé aussi les contributions scientifiques, c'est de dire que le tout collectif, c'est souvent une tentation des enseignants, ça ne fonctionne pas. Mais le tout individuel, qui serait un idéal pour les enseignants, c'est infaisable et de toute manière, ça ne fonctionne pas plus. Donc en fait, c'est ce que disait aussi Nathalie Mons ou Benoît Galland, c'est-à-dire on est vraiment dans une hétérogénéité de manière de penser la classe et pas une seule variété ou type de situation. Donc en fait, différencier, ça se jouerait davantage dans une pluralité, on a dit une pluralité articulée de manière de faire. Donc, je reprends des éléments que Benoît Galland vient de dire, c'est-à-dire des situations d'apprentissage de qualité. S'il n'y a rien à apprendre dans la situation d'apprentissage, eh bien, on ne va pas faire progresser les élèves. C'est important également, d'après ce qu'on a entendu en tous les cas dans ces 18 interventions, qu'il y ait une bonne maîtrise des contenus par les enseignants. Ça signifie une formation didactique aux obstacles que peuvent rencontrer les élèves. Et donc, du coup, une expertise des conditions d'appropriation des contenus par les élèves. Donc, vous voyez, là, je ne vous parle pas de différenciation, mais je vous parle d'un socle commun des enseignants qui est absolument nécessaire si on veut faire réussir tous les élèves, ou surtout si on veut les faire tous progresser. Donc, ce que nous avons retenu dans ces principes généraux, avant de faire les recommandations, on a voulu, après le préambule, mettre aussi quelques principes qui nous semblaient très transversaux, en fait, de ce que l'on a entendu dans l'ensemble des interventions. Première chose, c'est cette idée d'un temps d'apprentissage qui va être approprié, ajusté au rythme des élèves. Mais en même temps que ce temps d'apprentissage doit être ajusté au rythme des élèves, l'idée, c'est aussi de bien réfléchir pour un enseignant à comment je vais faire pour construire un rapport adéquat entre l'élève et l'école. Parce qu'on voit que certains élèves, surtout quand ils sont dans leur sphère familiale relativement éloignés des attentes scolaires, peuvent ne pas comprendre les enjeux de l'école. Et dans ce cas-là, eh bien, ça va créer des sortes de malentendus, ça va créer des sortes d'obstacles aux apprentissages scolaires. Du coup, pour réussir à bâtir un rapport adéquat entre l'élève et l'école, eh bien, cet environnement, et c'est aussi un mot qu'a utilisé Benoît Galland, doit être suffisamment structuré avec des aides et des repères qui seront proposés aux élèves. Donc ça va signifier faire dire aux élèves ce qu'ils savent dans une situation, plutôt que ce qu'ils ne savent pas. Parce que si on demande à un élève ce qu'il ne sait pas, il nous dira juste je ne sais pas. Donc ça ne sera pas systématiquement intéressant en termes d'observation ou de recueil d'indications de la part pour l'enseignant. Ça signifie aussi, par exemple, faire étudier des situations qui sont déjà résolues, qui pourraient être pour certains élèves une manière de leur faire exprimer ce qu'ils comprennent plutôt que ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, ça va être aussi, par exemple, de travailler des situations d'apprentissage qui ne comportent pas trop d'informations. Voilà, on a essayé d'aller jusqu'à quelques pistes qui sont suffisamment concrètes pour les enseignants. Donc maintenant, je passe aux axes des recommandations. C'est-à-dire qu'elles se sont articulées autour de 4 axes. Du plus proche de la pratique des enseignants vers la formation des enseignants. Aujourd'hui, il est bien entendu que nous n'aborderons que les 2 premiers points. Les pratiques enseignantes, les dispositifs dans la classe. Et nous laisserons pour la suite l'organisation de l'école ou de l'établissement et la formation des enseignants, mais tout en disant que ce sont 2 facteurs qui sont aussi importants que les deux premiers.
Du coup, sur la dimension des pratiques enseignantes. Je commencerai en fait par le deuxième point, ne pas oublier le collectif de la classe. Et ça aussi, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on pense différenciation, on pense groupe, on pense individu. Et ce que nous, on a entendu dans l'ensemble des interventions, c'est que c'est bien par ce collectif qu'il va falloir amorcer tout autant des observations des élèves, des observations du travail de l'élève, des observations des attitudes aussi des élèves, pour pouvoir par la suite, à partir de ce relevé d'observation, pouvoir, selon certains besoins, eh bien, créer d'autres dynamiques d'apprentissage qui peuvent être des groupes homogènes, des groupes hétérogènes, des travaux qui seront beaucoup plus individuels. Donc ça, c'est important de ne pas oublier le collectif de la classe parce que l'école, elle a cette caractéristique d'être d'abord du collectif. Et le collectif de la classe, c'est aussi pour que l'enseignant eh bien, réfléchisse à des situations qui vont être suffisamment porteuses pour l'ensemble des élèves. Et c'est à cette condition que sans doute, on va pouvoir, et là j'en viens au premier point, garantir des objectifs ambitieux et communs à tous. Si je pars du collectif, je ne vais pas déroger au socle commun. Un troisième point dans les pratiques enseignantes que nous avons aussi relevé, ce sont les pratiques d'auto-évaluation qui seraient des éléments importants pour pouvoir responsabiliser davantage les élèves, pour pouvoir les enrôler dans les apprentissages, pour qu'elles en prennent surtout la responsabilité. Du coup, pour ce faire, eh bien, il va falloir que l'enseignant adopte une variation de posture. Parfois, une posture qui peut être surplombante, une posture de contrôle, parfois une posture d'accompagnement. Et que cette posture d'accompagnement, bien entendu, elle va être quand même plus sollicitée que cette posture de contrôle. Mais vous voyez que l'enseignant, par moment, va guider, va étayer les apprentissages de l'élève, mais aussi les désétayer, c'est tout aussi important. Et puis, nous avons travaillé sur la dimension dispositif dans la classe. Là, autant nous avons entendu une hétérogénéité des points de vue des chercheurs, avec bien entendu des zones consensuelles, mais ce que nous avons entendu en tous les cas dans les résultats qui ont fait leurs preuves, puisque la recherche est bien là pour produire des preuves, eh bien, des travaux en tous les cas ont montré que faire coopérer les élèves va apporter une efficacité pour l'ensemble des élèves. Par exemple, de faire des petits groupes. Maintenant, ça n'est pas bien entendu la seule réponse, mais selon certains besoins. Et si ces groupes, bien entendu, ne sont pas pérennes, c'est-à-dire ne vont pas occuper et dissocier les élèves de l'ensemble du temps des apprentissages de la classe, ces petits groupes vont permettre une attention plus soutenue de l'enseignant à certains élèves. Les petits groupes hétérogènes vont permettre de multiplier les interactions de ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas. Et les petits groupes homogènes vont permettre aussi de développer des interactions plus prégnantes et des feedbacks, par exemple, par les enseignants. Je ne vais pas aller plus loin, Benoît Galland y reviendra. Les résultats de la recherche ont aussi montré que le tutorat avait montré ses preuves, à certaines conditions. Grosso modo, pour les tuteurs, ça marche à tous les coups. Pour les tutorés, c'est plus difficile et plus délicat. Donc, c'est bien une formation des tutorés, ou en tout cas des pistes à leur donner, et bien sûr de leur permettre d'être tuteurs suffisamment régulièrement et d'être tutorés aussi suffisamment régulièrement. Donc vous voyez bien, ce sont des regroupements temporaires des élèves autour d'un même besoin qui vont pouvoir être intéressants pour pouvoir aider au maximum les élèves dans leur hétérogénéité. Maintenant, un autre point que nous avons aussi entendu et qui semble être bien partagé, c'est le fait de travailler à plusieurs enseignants. Donc cette dimension de l'équipe qui va apporter certes une cohésion, mais aussi une cohérence des apprentissages. Et ça, ce terme de cohérence est revenu systématiquement, et que travailler à plusieurs,
dans du co-enseignement, co-intervention, va être porteur sur une dynamique en fait qui peut aboutir et qui aboutit très régulièrement eh bien, à un développement professionnel des équipes. Je vais céder la place maintenant à Benoît Galland. Là, je vous ai donné à peu près la structure que vous allez bien sûr pouvoir retrouver de manière plus dense dans ces recommandations, en espérant qu'elles seront des pistes de pratiques concrètes pour ce que vous voulez mettre en place au sein des établissements avec cette hétérogénéité d'élèves. Alors, Benoît, par rapport à ce qui vient d'être présenté comme recommandation, vous, quelle recherche vous mettez, quel résultat de recherche vous mettez derrière ces éléments qui ont été donnés par Marie? Donc on peut en effet mettre derrière ce que Marie vient de présenter toute une série de travaux de recherche, sachant quand même que, et vous l'avez dit au tout début, qu'on n'a pas trouvé de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. Il y a encore plein de controverses parmi les scientifiques et ça fait partie de la dynamique scientifique aussi qu'on se dispute dans le sens de disputatio. Mais c'est clair que les travaux de recherche, par exemple sur l'individualisation, qui fondaient beaucoup d'espoir dans cette approche-là, se sont révélés finalement assez décevants, comme Marie l'a dit, parce qu'à la fois c'est très coûteux à mettre en place. Peut-être revenir sur le terme d'individualisation. Donc vraiment, mais bon, c'est un peu. Qu'est-ce que c'est l'individualisation? Voilà. Ouais, on peut mettre un continuum en fait. Il y a vraiment l'idée qu'on va faire chaque élève apprendre d'une façon différente, avec des tâches différentes, des ressources différentes, etc. Et à l'autre extrême, on a la classe, tout le monde de la même façon, on ne fait pas attention aux différences et on a un traitement hyper homogène. Donc je pense qu'on peut mettre ça sur un continuum. Et ce que les travaux de recherche tendent à dire, c'est aller vraiment vers essayer de tout individualiser, chacun travaille à son rythme sur ses tâches. Mais comme je dis, c'est extrêmement coûteux à mettre en place. Ça ne produit pas nécessairement beaucoup de bénéfices en termes de gains d'apprentissage sur la moyenne de la classe, en partie parce qu'en fait, ça a un grand risque d'accroître les inégalités. Ceux qui connaissent déjà, qui ont déjà une maîtrise de certains outils, ils vont progresser plus vite, alors que ceux qui sont en difficulté, quand on les laisse un peu en individuel, ils vont avoir plus de mal et ils vont être plus à la traîne. Et donc, au total, on n'a pas les bénéfices qu'on pouvait espérer. En fait, si on vise un socle commun pour tout le monde, il y a d'autres approches pédagogiques qui ont nettement plus d'arguments scientifiques à faire valoir, sachant aussi qu'il y a des approches pédagogiques qui n'ont pas été beaucoup étudiées par les chercheurs. Mais voilà, je vous signale. Et je dirais que ces approches pédagogiques, on peut les organiser autour de deux grands axes. Il y en a un qui est vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est l'explicitation et le fait de rendre visible ce qu'on est en train d'apprendre, avec un focus sur les objectifs, les procédures, les feedbacks. Et l'autre enjeu, qui vient d'être mentionné dans les pistes aussi du rapport, c'est comment faire de l'hétérogénéité des élèves, donc le fait que les élèves connaissent des choses différentes et viennent avec des approches différentes, une richesse pour l'apprentissage de tous. Et là, je parlerai de deux balises. La première, c'est vraiment de limiter la comparaison et la compétition. Et le deuxième, c'est faire apprendre ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire expliciter, rendre visible les apprentissages? Ou comment ça peut se traduire concrètement? D'abord, souligner que c'est important, pas juste pour les apprenants, mais c'est aussi important pour les enseignants. Parce qu'il faut que les enseignants, s'ils veulent pouvoir réguler les apprentissages des élèves, il faut quelque part qu'ils ouvrent un peu la boîte noire, qu'on voit un peu ce qui est en train de se passer, et donc d'avoir aussi une vue sur ce qui est en train de se faire. L'idée qu'il y a là derrière, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser quand on baigne dedans, l'univers scolaire et les apprentissages qui sont demandés n'ont rien d'une évidence. Comme on l'a dit, les élèves ils viennent d'horizons différents, ils viennent de référents différents, et ce qu'on demande à l'école, en fait, pour plein d'entre eux, ce n'est pas du tout une évidence. La façon aussi d'interagir, de se comporter, le langage qui est utilisé n'est pas du tout évident. Donc comment créer, l'attention à veiller à créer finalement une culture commune dans la classe. Il faut presque recréer quelque chose dans la classe et ne pas tenir comme allant de soi toute une série de choses qui pourraient paraître des évidences. Alors tout ça, ça demande en fait un guidage de l'enseignant. Et là, je pense que vraiment, il y a toute une série de travaux de recherche qui convergent pour souligner combien ce guidage de l'enseignant, il est important avant, pendant et après les activités. Alors le but, ce n'est pas de rendre la tâche facile, c'est de rendre l'objectif d'apprentissage accessible à tous les élèves. C'est ça la clé. Alors guidage de l'enseignant, comment ça se décline? Évidemment, c'est les consignes, c'est la structuration de l'activité, mais c'est notamment aussi les objectifs. Est-ce qu'on arrive à rendre explicite pour les élèves les objectifs? Et surtout, l'objectif au moment même, pas l'objectif à long terme de l'enseignement, mais quand on commence une activité d'apprentissage,
qu'est-ce qu'on est en train de faire? Que les élèves sachent sur quoi ils doivent porter leur attention. Quel est l'enjeu? Donc ça, c'est important. Et je souligne tout de suite que ce n'est pas parce qu'on a un objectif précis à un moment donné qu'on doit faire des tâches simples et découpées, comme on a eu dans l'approche programme dans les années, avant les années 2000, ou même avant. C'est juste, on peut utiliser des tâches complexes, on peut utiliser des tâches authentiques, mais en sachant à ce moment-là qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la tâche. Et donc, on est dans l'apprenant aussi à se concentrer sur cette partie-là de la tâche, ou ce processus-là dans la tâche. Une autre façon d'expliciter les choses, c'est d'enseigner aux élèves, de les former en fait à ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire, enseigner, c'est quoi écouter quand quelqu'un parle et quand je veux répondre? C'est quoi poser une question dans un groupe? C'est quoi, comment est-ce qu'on prend note? C'est quoi faire des liens? Ça veut dire quoi argumenter? Pas juste demander aux élèves de le faire, mais d'abord leur enseigner comment on fait et les entraîner à ça. Un autre élément qui peut être vraiment intéressant d'après la recherche, en tout cas ma lecture et ma compréhension des travaux de recherche de ces 20 dernières années, c'est que c'est intéressant de prendre du temps à outiller les élèves pour apprendre. Donc leur donner des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir acteurs de leur apprentissage. C'est notamment les amener à exprimer ou mettre des mots sur comment ils comprennent les situations d'apprentissage, ce qui de nouveau peut aider l'enseignant à réagir. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment on le fait? Et comment on peut savoir si on avance dans la bonne direction? Donc, avoir des moments de réflexion ou d'échange sur comment on lit, comment on calcule. Donc, travailler sur les stratégies d'apprentissage. Et alors, comme je disais, pouvoir ou auto-gérer son apprentissage, auto-réguler, en apprenant à comprendre les buts et se fixer des critères d'évaluation ou d'auto-évaluation. Donc, travailler notamment à les grilles d'auto-évaluation, les cahiers d'apprentissage. Donc, que l'élève puisse visualiser en fait sa progression. Et du coup, l'enseignant aussi, plus facilement. Et dernier élément, qui semble très important dans le guidage de l'enseignant, c'est les feedbacks. Donc ne pas laisser les élèves patauger trop longtemps, ne pas les laisser s'enfoncer dans des erreurs, mais pouvoir donner des feedbacks précis, des rétroactions rapides qui vont pouvoir les guider, qui vont pouvoir leur dire « Écoute, voilà où tu en es par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, voilà en quoi tu as bien avancé, voilà où ça semble plus délicat. » Et surtout, leur donner des suggestions et des pistes et travailler avec eux sur comment ils peuvent dépasser les difficultés qu'ils ont. Donc, des suggestions d'amélioration et leur redonner du coup, enfin revenir sur l'objectif. Pas juste dire, on a évalué un objectif, ah mais toi tu as échoué, tu ne le maîtrises pas, et puis on passe à autre chose. Mais là, ici, l'idée c'est que non, on donne de la rétroaction et puis on recommence quelque part jusqu'au moment où on arrive à quelque chose. Sinon, en effet, en termes d'exigence, oui, on a bien mis des gens en échec en disant qu'ils ne maîtrisaient pas les apprentissages, mais on ne les a pas vraiment amenés là où on voulait les amener. Deuxième volet de ma discussion ou de ma présentation au niveau recherche, alors c'est des sujets complexes, on va très vite, donc probablement qu'on dit un peu des bêtises aussi, et donc il ne faut pas hésiter à poser des questions, à nous faire réagir après pour qu'on puisse préciser des choses. C'est à quelles conditions justement cette hétérogénéité peut devenir une richesse. Le premier élément, c'est travailler sur le climat de la classe. Créer un climat suffisamment sécurisant pour que les élèves se sentent dans un environnement positif pour leur apprentissage. Premier volet, c'est diversifier. Varier les types d'activités, varier les groupements d'élèves, donner du choix aux élèves sur les thématiques sur lesquelles ils travaillent, etc. Donc, créer un espace finalement où on n'est pas tous sur la même chose tout le temps. Deuxième élément, c'est tout ce qui peut générer une anxiété inutile chez l'élève. Donc tout ce qui va renforcer la compétition, la comparaison, qui va donner du poids. On sait que les élèves se comparent, et c'est naturel, c'est normal, mais on va essayer de ne pas donner du poids à cette comparaison. On va essayer de ne pas mettre en avant la position des uns et des autres, ou la réussite pour la réussite. On va essayer de mettre en avant l'apprentissage, parce qu'on veut éviter que les élèves se détournent de l'apprentissage. On veut vraiment qu'ils se focalisent sur l'apprentissage. Et donc, plutôt que justement sur où ils en sont par rapport aux autres, et qui est le meilleur, qui est le moins bon, ou protéger son image de soi. Et finalement, l'autre composante de ça, et là je reviens sur des choses qui ont déjà été dites, c'est faire apprendre ensemble. Donc profiter du fait qu'on est en groupe pour apprendre plus. Alors je souligne juste deux choses avant de dire ça, c'est que les travaux de recherche montrent que les adaptations qu'on fait en faveur des élèves qui ont plus de difficultés en général montrent que ça bénéficie le plus souvent à tous les élèves de la classe. Et deuxièmement, il ne faudrait pas voir l'objectif d'un socle commun comme ça veut dire qu'il faut brider les meilleurs élèves ou les élèves qui sont les plus avancés. Donc on peut aussi prévoir des activités plus enrichies, plus complexes,
Et là aussi, les travaux de recherche montrent qu'en fait, il y a pas mal d'élèves qu'on pensait faibles qui peuvent en profiter aussi. Alors, comment on peut en fait mettre ce groupe au service des apprentissages? Marie Toulek-Thierry en a parlé. Des groupes de besoins, donc à certains moments précis dans le temps, on va regrouper les élèves autour d'une difficulté ou d'un besoin, dans l'idée d'ajuster sa pédagogie. L'idée, ce n'est pas de diminuer l'hétérogénéité des élèves pour le plaisir de diminuer l'hétérogénéité des élèves, c'est on va adapter sa pédagogie aux élèves sur ce besoin-là, et donc on va faire un groupe de besoins qui a intérêt à être mouvant dans le temps très vite et à évoluer pour ne pas figer les choses. Deuxième piste, c'est le tutorat. On en a parlé. Un élève peut-être plus avancé, qui peut guider un autre, et tous les travaux de recherche montrent, comme vous l'avez dit, que c'est très bénéfique pour lui, et que ça marche d'autant mieux qu'on a une formation et un accompagnement pour à la fois les tuteurs et les tutorés. Et finalement, l'apprentissage coopératif, alors l'apprentissage coopératif, c'est quoi? C'est pas juste mettre les élèves en groupe. C'est réfléchir à la structuration et l'organisation du travail de groupe pour qu'on doive se serrer les coudes pour y arriver. Si on travaille tout seul, on n'y arrive pas. Et que chacun se sente responsable de la partie du travail qu'il a à faire. De nouveau, en essayant du coup que le fait qu'on ne connaisse pas les mêmes choses et qu'on n'ait pas les mêmes points de vue soit un plus pour l'apprentissage. La recherche disant, si on prend le temps de former, de travailler avec les élèves un peu les compétences qu'on a besoin pour réguler un groupe et pour évaluer le travail qu'on fait en groupe, eh ben on a un meilleur bénéfice de ce type d'apprentissage de type de travail pour l'apprentissage. Alors si je me risque à une tentative de résumé là-dessus, je dirais, il y a cette idée que rendre l'élève acteur n'est pas nécessairement mettre l'élève au centre. Parce qu'en fait, pour moi, les travaux de recherche actuels, ce qu'ils montrent, c'est que oui, c'est intéressant que l'élève soit en activité, mais c'est surtout important que l'activité qu'il a porte sur l'objet d'apprentissage. Et donc là, il y a besoin d'un guidage, parce que c'est seulement à cette condition-là que son activité est bénéfique pour l'apprentissage. De plus, le but de l'enseignement, c'est bien d'amener l'élève à se dépasser, pas rester dans la même chose. Et donc, là aussi, de nouveau, une action de l'enseignant est vraiment importante. Alors, comment faire? Pour ça, de nouveau, ma vision de la recherche, c'est que ça pointe plutôt dans l'idée qu'il vaut mieux augmenter la qualité des activités collectives via soit un guidage et ou un guidage cognitif de l'enseignant, donc un guidage plus fort de l'enseignant, soit une structuration des interactions entre les apprenants entre les élèves pour qu'ils puissent bénéficier de ça, plutôt que de tirer vers plus d'individualisation. Ce qui implique donc d'articuler des moments de travail collectif, des moments de travail en groupe coopératif, des moments de travail individuel. Comment est-ce qu'on essaye de combiner tout ça? Et je pense que c'est important de souligner que la recherche montre aussi qu'il y a un gain, en plus de ça, de développer une relation personnalisée avec un maximum d'apprenants ou d'élèves. Donc ça n'exclut pas l'aspect relationnel et l'aspect interactif, qui là, on peut reconnaître la personne de l'élève dans son unicité aussi, dans ce qu'il est, mais l'idée c'est qu'on ne va pas mettre ces différences au cœur du dispositif pédagogique. Voilà, et je conclurai en disant, tout ça c'est des pistes qu'on peut essayer de dégager de la recherche, c'est plutôt des balises qu'on peut se donner, et que la déclinaison concrète de ça doit vraiment être adaptée en fonction de l'âge des élèves, en fonction du contexte local, et à mon avis doit être confirmée là où on est dans la classe, parce que le vrai test, c'est pas de savoir si on a suivi telle ou telle recette, c'est de savoir si vraiment les élèves ont appris et si on a réussi à faire avancer les élèves les plus en difficulté pour qu'ils se rapprochent du socle commun qu'on espère atteindre. Voilà. Donc, en tous les cas, moi, j'espère qu'en tant que présidente du jury, mais en tout cas, je n'ai pas remercié tous les collègues avec qui on a travaillé de manière collective, mais que vous voyez bien des liens entre les recommandations et ce que vient de dire Benoît Galland. C'est-à-dire qu'on ne dit pas autre chose qu'un certain nombre des résultats de la recherche en essayant d'être au plus près des pratiques collectives. Merci à tous les deux pour finalement ces introductions. On a déjà un petit peu battu en brèche un certain nombre d'idées
qui sont derrière cette expression de différenciation pédagogique, et notamment que chaque enseignant ne doit pas se transformer en précepteur. Je crois que c'est ni que chaque enseignant ne doit pas passer toutes ses soirées à préparer des enseignements, des tâches pour chacun des élèves. Je crois qu'il y a vraiment aussi cette crainte derrière du côté des enseignants, cette crainte de voir le métier changer et puis devenir beaucoup plus chronophage. Je crois que là, vous y avez en partie répondu. Donc, on a évidemment un ensemble de questions pour aller plus loin qui vous sont adressées. Alors, je commencerai peut-être par une question, alors là, qui a interpellé la première intervention de Benoît Galland sur les processus d'apprentissage. Parce qu'en France, on a quand même beaucoup parlé de ces fameux styles d'apprentissage. Donc là, c'est peut-être intéressant de revenir sur ces dimensions, parce que il y a une question qui est dressée, est-il encore pertinent de parler de style d'apprentissage lorsqu'on veut définir la manière dont un élève entre dans les savoirs? N'est-il pas un danger à l'y maintenir? Donc il faut, voilà, c'est peut-être l'occasion Benoît, de redévelopper sur des éléments sur lesquels vous avez dû évidemment dans cette première introduction passer rapidement. Donc on vous écoute sur le sujet. Une chose, mais c'est vrai que ces styles d'apprentissage, ce sont des conceptions qui ont beaucoup traversé le métier ces dernières années. Donc en fait, il y a eu effectivement des surprises et, dont Benoît a parlé tout à l'heure. Mais allez-y. Donc je pense que ce qu'on peut d'abord dire, c'est que cette idée de style d'apprentissage, ce qu'elle apporte de positif, c'est, je pense qu'elle a apporté ça à pas mal d'enseignants, c'est l'idée que c'était intéressant de diversifier les façons d'aborder les apprentissages. Et ça, je pense que c'est intéressant à garder. C'est-à-dire que, je pense qu'on l'a suffisamment dit, il n'y a pas une façon, il n'y a pas une seule façon unique coulée dans le marbre d'aborder certains apprentissages. Et donc cette idée qu'on peut y aller par différentes modalités qui sont peut-être parfois plus kinesthésiques, pas seulement le verbal et des choses comme ça, ça peut être intéressant. Est-ce que pour ça, derrière l'idée de style d'apprentissage, il y avait cet espoir qui n'était pas idiot, c'est-à-dire on va trouver que les apprenants sont différents, on va pouvoir les cataloguer en me remettant des styles, et on va coller le style avec la façon dont on aborde l'apprentissage, et du coup ça va mieux aller. Bon, est-ce que si vous me demandez mon avis de scientifique, est-ce qu'il faut garder la notion de style d'apprentissage, est-ce qu'elle a été confirmée? Je dis non. Il vaut mieux l'abandonner, parce que on risque en effet d'étiqueter les élèves, et en fait la réalité montre que c'est beaucoup plus complexe que ça. On a rarement un style qu'on préfère dans toutes les tâches, on est en général flexible, et en fait ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont flexibles. Donc cette idée qu'il y aurait des visuels, des auditifs, etc. Voilà, non. Mais gardons cette idée que c'est intéressant parfois de diversifier les approches. Et vous disiez qu'il y avait des travaux de recherche qui ont montré qu'il y avait qui ont listé plus de 70 profils ou styles d'apprentissage. Oui, donc j'ai des collègues qui sont amusés à répertorier le nombre de styles d'apprentissage et donc qui étaient arrivés à plus de 70. Et donc ils disaient plus de 70, puis vous les déclinez chaque fois en ceux qui sont d'un niveau élevé, un niveau faible, etc. Ça vous fait une exponentielle. Et du coup, ça devient impossible à gérer en fait comme enseignant. Je vais passer mon temps à essayer de diagnostiquer en fait le style de l'élève et puis à réfléchir comment je pourrais adapter mon objet d'apprentissage. Donc voilà. J'ai un collègue américain qui fait son blog là-dessus et mais c'est en anglais malheureusement. Mais donc vraiment les travaux de recherche là, c'est une idée qui est pas confirmée et c'est un des mythes apparemment d'après les enquêtes qui sont faites dans plusieurs pays européens. C'est un des mythes les plus répandus en fait pour l'instant dans le milieu éducatif. Mais ce qui interroge effectivement, je prends la parole, mais non, vas-y, ce qui interroge aussi sur le couple diagnostic-remédiation, c'est-à-dire d'aller chercher au plus près ce qu'est chaque individu pour ensuite remédier à des difficultés. Or, ce que nous, on a entendu, c'est que ce couple-là, il est hyper complexe et en plus, il n'est pas particulièrement efficace et que finalement, dans la structure, dans l'élaboration de la séance, eh bien sûr, on va penser, par exemple, là, puisqu'il est question des styles d'apprentissage, on va penser écrire au tableau, diffuser de manière orale la consigne, peut-être la faire rediffuser par un élève, peut-être l'écrire, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une variété d'entrées, mais qui ne répondront pas spécifiquement à tel ou tel élève. Et là, cette variété permettra de gérer le groupe dans son hétérogénéité. Autre question qui est intéressante parce qu'elle revient sur finalement l'opposition entre individualisation et différenciation pédagogique. Et vous êtes tous les deux revenus sur cette idée qu'il faut encore du collectif. C'est même un gage d'efficacité. Donc il y a une question qui revient là-dessus. Comment augmenter des activités
collectif en accordant de l'attention aux différences des élèves. Alors bon, la question finalement nous dit, quand on parle de différenciation pédagogique, qu'est-ce qui ressort du collectif, qu'est-ce qui ressort de l'individuel? Je pense que ça, c'est une idée aussi forte de la conférence de consensus. Peut-être Marie et puis Benoît sur ce sujet. Une idée forte en tous les cas qu'on a entendue également, c'est-à-dire que et ça ramène au préambule, c'est-à-dire l'expertise du professeur. Choisir une situation d'enseignement et d'apprentissage, ça va être repérer en amont les obstacles potentiels que peuvent rencontrer les élèves dans leur diversité. Et du coup, on pense collectif, mais on pense adaptation pour certains. Certains vont avoir besoin, avant de produire la suite d'un texte, eh bien certains vont avoir besoin en amont de lire le texte ou qu'on leur lise le texte, ce qui ne sera pas le cas pour des élèves qui n'ont pas de difficulté de lecture. Vous voyez que cet élément-là aussi, je suis professeur et je sais qu'il va y avoir des obstacles potentiels, me permet d'anticiper pour certains élèves et qu'ils puissent rendre accessible la situation au moment du collectif. Donc là, il y a des manières de concevoir l'activité des élèves, mais il faut en connaître les obstacles potentiels, c'est-à-dire là où ça risque d'achopper pour certains. Oui, je vais continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire l'idée que finalement, on a intérêt à mettre, si on veut prendre en compte les différences entre les élèves et les besoins différents des élèves, je pense que comme enseignant, si je veux rester cohérent avec ce que j'ai raconté avant, on a intérêt à mettre l'attention sur plutôt ce que les élèves maîtrisent ou pas, ou les difficultés qui sont susceptibles de rencontrer face à l'objet d'apprentissage qu'on veut traiter à un certain moment. Donc de connaître aussi la progressivité dans cet apprentissage-là, éventuellement les étapes qu'ils auraient pu louper. Et c'est là que le jugement professionnel et la connaissance que l'enseignant peut développer de ses élèves, il devrait porter peut-être plus sur ça que sur sa situation familiale ou sur ses tendances psychologiques de ceci ou de ça. Et là, en effet, le défi en fait, professionnel de l'enseignant, il est, comme Marie vient de vous l'expliquer, de dire, mais connaissant mes élèves, quels sont les manques dans les prérequis ou les difficultés que mes élèves pourraient avoir, et qu'est-ce que je peux mettre en place, que je vais aborder dans la séquence d'apprentissage pour essayer de pallier à ces obstacles-là, qu'ils puissent tous aborder plus ou moins la chose avec le même point de départ, et puis après, comment on va travailler ensemble à avancer le maximum pour que, le plus loin possible, y compris ceux qui avaient le plus de mal au départ. Et donc c'est là que réfléchir en effet en amont, qu'est-ce qui pourrait se passer, comment je démarre ma séquence, comment je travaille ma séquence, comment je déploie mon évaluation formative au fil du temps, c'est là que ça va se jouer, mais du coup c'est ça qui est difficile aussi évidemment. Comme on dit, ça demande une bonne formation, ça demande une bonne connaissance. Et je voulais rajouter quelque chose, mais l'élément m'échappe, donc je reviendrai peut-être dessus après. Autre question, alors évidemment on parle des enseignants et vous avez évoqué, donc la question est la suivante, vous avez évoqué le changement de posture des enseignants. Pouvez-vous nous en dire davantage? C'est l'objet de présentation dans la conférence elle-même, puisque là on parlait des élèves, voilà, mais qu'est-ce que ça nous dit aussi du nouveau positionnement de l'enseignant? Donc j'ai évoqué ces postures en fait d'étayage, de désétayage, c'est-à-dire de consolider. On emploie différents mots sur l'étayage. On va employer le béquillage, c'est-à-dire qu'il va falloir guider à certains moments les élèves. Et comme disait Benoît, de ne pas les laisser dans la panade en fait. Ça ne sert pas à grand-chose si on ne sait pas faire. Eh bien, et si le professeur n'apporte rien, eh bien, on peut les retrouver 3 jours après, ils ne sauront toujours pas faire. Donc ça, ce sont des postures donc, de guidage, mais à un certain moment, il va falloir aussi laisser suffisamment d'autonomie aux élèves et surtout de pouvoir du coup les observer en situation. Et ça, je pense que c'est un élément très important que souvent l'enseignant a tendance à ne pas utiliser, c'est-à-dire à prendre du recul par rapport à sa classe et vraiment à observer à partir de l'élève en situation, comment il s'y prend, mais aussi à partir des productions d'élèves et d'avoir des hypothèses sur comment il s'y est pris. Et par exemple, dans le dispositif Plus de maîtres que de classes, que j'étudie particulièrement, et là je m'extériorise un petit peu,
et je reprends un peu ma casquette de chercheur, mais c'est une modalité qui est extrême, donc qu'on a évalué nous sur le département de Loire-Atlantique d'où je viens, et comme la modalité la moins utilisée par les enseignants, à savoir être à deux dans la classe, et l'un, par exemple, l'enseignant de la classe, observe ses élèves. Et les enseignants disent, bah oui, mais enfin si on est à deux, c'est pas pour qu'il y en ait un qui fasse rien. Et cette observation, pourtant, elle est cruciale. Donc peut-être que là, on peut voilà, faire un pas de côté. Enfin, pourquoi, justement? Ben, justement, observer pour prendre des indications sur le mode opératoire des élèves et leur production et permettre de réajuster par la suite. Et là, parce qu'on ne peut pas voir, on ne sait pas ce qui se passe dans la boîte noire, sauf de temps en temps où on arrive à ouvrir un peu la boîte noire. Mais là, de les regarder faire en situation, c'est une ouverture de leur boîte noire. Et il est plus facile de demander à un élève, mais qu'est-ce que tu fais là, que de lui demander qu'est-ce que tu as fait, parce que ça demande effectivement une manipulation du langage d'évocation qui est beaucoup plus difficile que quand on est en action, où il va pouvoir montrer en fait ce qu'il fait. Donc ça semble être c'est bien entendu une possibilité parmi plusieurs, et ça c'est dans notre discours, c'est toujours la variété des pratiques, mais cette posture d'accompagnement et d'observation de l'élève en train de faire, ou des élèves en train de faire, elle est fondamentale pour pouvoir réorienter par la suite certaines de ces actions. Très bien, je vais pas, pour l'instant, non, je reviens à l'idée que j'avais tantôt, mais qui se déplace un peu, mais je vais faire le lien. On était donc sur comment gérer cette tension individuation collectif, et c'est pas pour rien qu'on met en avant des dispositifs. Enfin, la recherche, en tout cas, elle est très claire sur le fait que les dispositifs qui permettent, parmi ceux qui permettent le mieux de réduire les écarts entre les élèves, c'est ceux qui utilisent les interactions entre élèves. C'est-à-dire qu'en fait, on construit un dispositif qu'on observe, mais où justement on essaye que cette hétérogénéité des élèves, elle soit un plus pour l'apprentissage, et que finalement les élèves vont se solliciter l'un l'autre sur les points où ils sont forts, et ils vont essayer de combler leurs faiblesses. Voilà, ça reste évidemment très général par rapport à comment on peut le décliner dans chaque situation d'apprentissage. Je vais faire le lien avec la question de la posture, qui est, du coup, c'est en fait l'idée qu'on diversifie le type d'enseignement, donc des moments plus collectifs. Mais collectif, ça ne veut pas dire ex cathedra. Hein. Il y a des activités collectives qu'on peut faire. On peut faire des questions-réponses, on peut mener des discussions collectives, etc. Des moments de travail en sous-groupe, des moments de travail individuels. Ça veut dire qu'en effet, l'enseignant, il a plusieurs casquettes ou plusieurs métiers quelque part. Parce qu'animer du travail de groupe, c'est pas animer une discussion tous ensemble dans la classe. Et faire un bon cours ex cathedra qui, dans un temps réduit, va donner une quantité importante d'informations qui est très structurée, c'est pas le même métier que de qu'est-ce que je fais quand les élèves sont au travail individuellement et que je peux les accompagner, poser des questions. Donc là, il y a vraiment en effet une variété de postures, parce que chaque type d'activité va induire des activités professionnelles en fait différentes. Alors justement, par rapport à ce qu'on voit comme nouvelle posture des enseignants, comment avait réagi le jury, hein, puisque les jurys, c'est des praticiens. Est-ce que justement cette mise en recul, cette mise à distance, cette capacité finalement d'observation qui doit précéder, c'est aussi pour l'action, mais il y a un temps d'observation, comment à l'intérieur du jury ça a été vécu, même si évidemment on ne doit pas tout savoir du fonctionnement du jury, mais est-ce que c'est quelque chose qui a interpellé? Oui, bien sûr, parce que bon, le jury, c'était comme des personnes qui ont demandé à faire partie du jury, donc qui sont très, très investis en fait dans les affaires d'école. Maintenant, donc c'était déjà des gens très impliqués. Maintenant, tous, et moi aussi, on a été déstabilisés parfois par certaines assertions scientifiques qui nous faisaient reconsidérer ce qu'on avait tendance à prôner. Et donc, effectivement, sur ces postures d'enseignants, je crois que là, quand même, tout le monde était persuadé que la posture de l'enseignant sachant, et tout le temps sachant, n'était pas une posture toujours adéquate. Mais maintenant, on a bien aussi entendu un certain nombre d'éléments qui font dire aussi que si l'enseignant sachant n'est pas là à 100%, mais il ne faut pas non plus laisser croire aux élèves que l'enseignant ne sait rien.
Donc, et que finalement, l'apprentissage, c'est toujours dans cette espèce de gradient. Eh bien, c'est celui qui va dire comment on fait, qui va pointer, qui va montrer, qui va dire, qui va montrer comment il fait, qui va dire les connaissances actuelles. Enfin, voilà, cet enseignant qui est un peu surplombant. Mais là, ce qui a re-questionné surtout, c'est de dire aussi, mais l'enseignant qui dit rien, l'enseignant qui laisse faire, eh bien, n'a pas plus de chances d'obtenir finalement un gain d'apprentissage que cet enseignant qui est surplombant. Et là, du coup, ça a un peu frotté quand même dans le jury en disant oui, mais enfin, quand même, ça serait bien que les élèves puissent construire leurs apprentissages. Mais oui, mais qu'est-ce que ça signifie que construire ces apprentissages? Et que finalement, eh bien, l'écoute des scientifiques a montré que construire ces apprentissages, eh bien, c'est dans un cadre. C'est effectivement avec des situations suffisamment denses et suffisamment riches en apprentissage, en montrant bien ce que l'on veut faire apprendre et en tenant ce que l'on veut faire apprendre. Je ne veux pas redire, mais tout ce qu'a montré là Benoît. Et donc ça a été, oui, cette approche en fait un peu de constructivisme spontané que l'on entend aussi assez fréquemment chez les enseignants et qui finalement n'est pas non plus porteur. Alors, il y a un point qui est assez peu développé finalement dans les recommandations. Ce serait peut-être intéressant, est-ce qu'il y a eu aussi des débats, c'est celui de l'évaluation. Et donc là, on nous demande s'il y a des pistes pour intégrer l'évaluation dans le processus de différenciation pédagogique. Quelle doit être sa place? Est-ce que c'est un outil? À quel moment ça se passe? Est-ce qu'on a des retours, des recommandations? Pourquoi c'est pas plus présent dans les recommandations? Benoît, est-ce qu'on a des éléments, certains résultats de recherche, ou au contraire, est-ce que c'est pas encore particulièrement analysé? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'instant T sur ce sujet? Alors c'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas avoir une catégorie évaluation. En espérant que cette dynamique d'évaluation, elle se comprend en fait dans les 20 ou 22 pages du document que nous avons composé. Je crois qu'on a fait peut-être des bribes quand même de réponses en disant que le couple évaluation diagnostique et remédiation, là on a bien entendu que si l'évaluation diagnostique n'est que repérer les manques des élèves, eh bien ça ne donne pas suffisamment d'éléments pour pouvoir mener ensuite des situations d'apprentissage. Ensuite, Benoît a aussi évoqué cette importance de l'évaluation formative, eh bien là d'observation finalement, et on reprend le terme d'observation, des productions des élèves, ou en tous les cas des progrès des élèves sur une séquence d'apprentissage. Ce qui ne veut pas dire que différencier ne va pas être aussi à certains moments l'évaluation sommative. Mais cette évaluation sommative, comme dit Benoît, elle n'est pas toujours dans la compétition. Elle n'est pas forcément de mettre des notes. Elle est bien de repérer la marge de progrès qu'est en train de réaliser l'élève. Et là, Benoît a utilisé aussi ce terme de cahier de réussite ou cahier d'apprentissage, qui pourraient être des éléments qui permettent de jalonner les progrès en fait. Parce que ce qu'on demande, ce n'est pas la réussite de tous, parce que si c'est la réussite de tous, on baisse les exigences, mais bien la marge de progrès de chacun. Donc peut-être que ce choix, peut-être que voilà, il n'a pas été suffisamment explicite dans la construction de notre propos, mais bien entendu, l'évaluation est là. Et du côté aussi de l'auto-évaluation, ou de la co-évaluation, de la recherche de critères dont vous parliez, et puis de cet aspect d'autorégulation aussi de ces apprentissages, quoi. Non, peut-être ajouter, du côté de la recherche, j'ai été très vite là-dessus, mais on commence à avoir quelques indices sur en quoi on sait que premièrement l'évaluation est super importante pour l'apprentissage. Et quelque part, elle va aussi, on apprend très vite qu'est-ce qui est important, donc ça guide quand même l'apprentissage aussi. On a quand même quelques idées pour savoir quel est le type d'évaluation qui peut être plus ou moins bénéfique aux apprentissages. Après, je pense qu'ici, la question elle est plus complexe parce qu'on arrive dans de l'institutionnel. C'est-à-dire que l'enjeu de l'évaluation
dans l'institution scolaire, elle n'est pas juste l'apprentissage des élèves. Il y a d'autres fonctions à l'évaluation. Il y a une fonction de régulation de la classe, de gestion de la classe, il y a une fonction vis-à-vis des parents, il y a une fonction sociale. Et donc je pense que, voilà, j'ai juste pointé cette notion parce que je ne pense pas qu'on peut la vider ici. Mais qu'évidemment, l'évaluation est un des leviers pour aller vers donc des formes d'évaluation qui vont plus aider les élèves, tous les élèves à atteindre le socle commun qu'on souhaite. Et en même temps, les enseignants vont être dans des tensions parce qu'il y a des demandes institutionnelles qui sont là aussi. Il y a une représentation sociale sur quel est le rôle de l'école et de l'évaluation. Et donc, de nouveau, je pense que là, ça va plutôt. L'enjeu est peut-être de dire comment est-ce qu'on peut aider les enseignants à vivre avec ces tensions et les gérer parce qu'elles vont continuer à être présentes. Ou alors on rêve que la société va changer complètement et tout. Mais là, j'y crois pas trop, en tout cas pas à court terme. Et donc voilà, je pense qu'on a en effet, on a discuté dans le rapport et ici d'une série de pistes, mais on n'a pas épuisé le sujet parce qu'il y a tout ça. Il y a voilà, un moment, il y a quand même cette idée de classement, il y a quand même, voilà, et je pense que l'école française en plus, l'idée de classement, de concours, elle est très très présente. Il y a l'idée d'orientation à un moment quand même qui va se faire sur base de ça aussi. Et donc voilà, alors ce qu'on peut faire, si je prends les travaux de recherche internationale, c'est de dire comment est-ce qu'on peut repousser un maximum le moment où ces enjeux-là deviennent très présents dans l'école. Les comparaisons internationales, mais je pense que nous avons un spécialiste autour de la table, montrent plutôt que les pays qui font le mieux en termes à la fois d'efficacité moyenne et d'égalité d'acquis sont plutôt des systèmes qui repoussent le moment où il y a une différenciation dans les trajectoires des élèves qui est la plus tard possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire justement, Marie, vous évoquiez le lien évaluation, diagnostic, remédiation. Si c'est que ça risque de ne pas suffire. Est-ce que vous pouvez développer justement la réflexion qui a été celle du jury sur ce point-là? Bien, Benoît Galland disait tout à l'heure que l'apprentissage, c'est un avant, c'est un pendant, c'est un après. Donc, et que souvent, on a tendance à se dire, eh bien, le moment de la classe va être ce moment de l'apprentissage, et puis si ça ne marche pas, on va compenser par la suite. Donc, on va remédier. Et ce que je disais dans mon discours précédent, tout à l'heure, c'était qu'on ne pense pas vraiment avant. Donc, c'est-à-dire l'étude, par exemple, par le professeur de la situation d'apprentissage, qui va lui permettre de déceler des obstacles et de se dire « il vaut mieux que je m'y prenne comme ça, ou que je puisse sortir de mon cartable telles aides pour tels élèves, pour qu'ils puissent suivre le temps de l'apprentissage », c'est-à-dire d'anticiper. Et d'ailleurs, on peut aussi créer des moments des moments de groupe, par exemple, c'est ce que je disais, sur un texte, on va d'abord le lire avec un groupe en amont. C'est-à-dire qu'on pense à faire en sorte que au moment de démarrage de la séance, que tous les élèves soient en mesure d'y comprendre quelque chose. Et donc de bénéficier, par exemple, à des 45 minutes de la séance, et que si ça n'est pas suffisant, bien entendu, de reprendre avec eux. Mais au moins qu'ils bénéficient de 45 minutes. Parce que si ça n'est pas anticipé, si du coup c'est indifférencié, donc qu'on part du principe que cette séance, elle va s'adresser à tous, on sait qu'on va laisser à la marge certains des élèves, et du coup ils ne vont pas bénéficier de ces 45 minutes, ce qui est vraiment dommageable, c'est-à-dire que grosso modo, eh bien, il y a une consommation inefficace du temps pour certains élèves, et on va essayer sur un temps très court, parce qu'après coup, on n'a pas beaucoup de temps, il y a les autres élèves aussi, de compenser très vite, mais des choses qu'ils auraient pu peut-être faire, et certainement faire, dans la séance si ça avait été anticipé. Donc en fait, ce temps de l'apprentissage, c'est vraiment l'avant, le pendant et l'après. C'est une sorte de continuum sur lequel il est important, et en France, il me semble que ça commence à venir, cette idée d'anticipation, mais elle n'a pas été pendant longtemps vraiment prise en considération par la plupart des pratiques pédagogiques. Alors, on a justement un ensemble de questions qui peuvent se raccrocher à ça indirectement. Justement, ce travail qui n'est pas mené collectivement, est-ce qu'il peut se faire à la maison ? Il y a tout un ensemble de questions sur le lien entre différenciation pédagogique et travail individuel, travail réalisé à la maison. Alors,
qui a l'air de venir de niveaux d'enseignement différents, puisque certains enseignants sont en terminale et puis reçoivent, par exemple, il y a le cas d'un professeur d'espagnol qui reçoit des élèves qui n'ont pas le même niveau, qui raccordent le cours de langue. Est-ce qu'on peut leur demander de rattraper des choses individuellement chez eux, de façon isolée, à la maison, avant d'arriver dans le cours? Il y a d'autres questions aussi qui manifestement émanent aussi de niveaux d'enseignement qui est plus du primaire. Alors, voilà, ce travail justement différencié de l'élève, est-ce qu'il peut avoir lieu à la maison? Alors, est-ce qu'il y a des éléments de recherche ou pas? Peut-être que ce n'est pas du tout encore analysé. Est-ce qu'on a des réponses différentes selon les niveaux d'enseignement? C'est peut-être le cas. Enfin, voilà. En 2 mots, donc d'abord c'est important de rappeler le cadre, parce qu'il a été rappelé tantôt, mais qui est celui qui était fixé ici, c'est-à-dire on est bien dans l'idée, il y a un socle commun qui est le même pour tout le monde, et donc aussi le temps prévu pour l'atteindre, il est le même pour tout le monde. Donc je pense que tout ce qu'on a dit, il faut le remettre dans ce cadre-là. Si on n'est pas d'accord avec ce cadre-là, il y a toute une partie de ce qu'on a raconté qui en fait devient tout à fait non pertinent. D'accord ? Donc on a un enjeu qui est, on a un contenu qu'on estime devrait être commun pour tout le monde. On ne peut pas laisser chacun devenir juste spécialiste de ce qu'il aime et de ce qu'il veut faire. Et on a un temps qui est limité, c'est-à-dire on ne peut pas laisser chacun avancer à son rythme gentiment, etc., en espérant qu'un jour, dans 20 ans peut-être, il arrivera au niveau souhaité. Alors la question des devoirs, c'est une question délicate, mais si on reste dans ce cadre-là, ce que les travaux de recherche ont tendance à montrer, c'est que plus on va utiliser le temps extérieur au temps scolaire pour essayer de compenser les différences, plus on va les creuser. C'est-à-dire que c'est du temps qui échappe au regard de l'enseignant, il ne peut pas réguler ce qui se passe, et les ressources auxquelles les élèves peuvent faire appel une fois qu'ils ont quitté la classe ou l'école, que ça ne doit pas être limité, sont tout à fait inégales. Donc globalement, la recherche montre que s'appuyer beaucoup sur les devoirs, c'est renforcer les inégalités. Bon, alors j'ai dit ça, j'ai pas encore vraiment répondu à la question, mais j'ai déjà un petit peu... Ça peut être devoir personnel, enfin, je pense que c'est en dehors de la classe. La question est plus globalement en dehors de la classe. Voilà. Ça peut être en dehors de la classe, dans l'établissement, sans être à la maison. Enfin, il y a peut-être des réponses différentes selon le niveau d'enseignement. C'est pas très clair dans la recherche cet aspect-là. Ce que ça a tendance à montrer par contre, c'est, comme je disais, par contre les devoirs peuvent être bénéfiques, mais en fait toute une série de pays européens ont régulé les devoirs assez fort, donc notamment en termes de durée, avec là le temps qui peut augmenter, parce qu'en effet on peut estimer que les élèves du fin du secondaire sont plus autonomes que les élèves du début du primaire, qu'ils ont une capacité de concentration plus grande, etc. Aussi sur ce qu'on y fait. Donc l'idée aussi c'est de se dire, on va surtout pour les apprentissages de base, on va travailler en devoir, on va refaire des choses, on va tout petit peu approfondir, mais des choses qui ont été travaillées en classe. On ne va jamais faire des choses qui n'ont pas été travaillées en classe. De nouveau dans l'idée, sinon on renforce les différences. Mais peut-être que quand on arrive à vers la fin du secondaire, là on est des gens qui ont choisi des options, qui sont déjà un petit peu orientés, etc. On peut se dire que les gens ont fait des choix et que peut-être qu'il faut qu'ils compensent plus de certains côtés. Je prends l'exemple de la langue parce que ça m'y faisait penser. Voilà, à un moment, les élèves ils ont choisi d'aller vers l'espagnol. On peut se dire aussi, voilà, on peut en effet peut-être orienter les tâches en fonction des besoins qu'on identifie chez les différents élèves. Par contre, si on commence à charger plus la barque de certains élèves plutôt que d'autres, de nouveau, on risque de renforcer les inégalités. Par contre, en effet, cibler la tâche en fonction de ce qu'on perçoit des besoins de l'élève et puis vérifier que c'est ça qui l'a aidé à avancer, c'est peut-être intéressant. Et en tous les cas, ce que nous avons entendu aussi, c'est la multiplication des espaces d'apprentissage. C'est-à-dire, si on multiplie les espaces d'apprentissage et qu'il n'y a pas de lien entre eux, les élèves les plus en difficulté ne connectent manifestement pas les apprentissages qu'ils font à un endroit, à un moment donné, avec quelqu'un. Ils ne connectent pas systématiquement avec ce qui est fait en classe. Donc en fait, ça reste comme des sortes de bulles qui ne contribuent pas à ce qui est fait en classe. Et ça, c'est un élément complexe, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire connecter en fait les apprentissages pour que ce que l'on apprenne à l'extérieur, on sache qu'à ce moment-là, c'est de ça dont on fait appel et dont on a besoin au sein de la classe. Sur les feedbacks, donc Benoît a évoqué les feedbacks, vous avez évoqué l'importance des feedbacks. Quelles formes peuvent prendre des feedbacks efficaces? Donc peut-être définir déjà ce que c'est que justement ces feedbacks et voilà, comment ils peuvent justement être enchâssés dans notre thématique de la différenciation pédagogique.
Ben, je vais faire un lien avec ce que Marie a dit sur l'évaluation. Donc l'idée du feedback, c'est en fait de donner un retour à l'élève assez rapidement sur ok, là on était parti pour tel objectif, euh, tu as essayé, comment est-ce que tu as essayé, et voilà où tu en es. Et par rapport aux objectifs qu'on avait fixés, cet objectif-là, tu sembles bien progresser ou tu sembles maîtriser, et puis celui-là, euh, ça semble plus compliqué et tu n'es pas encore atteint le niveau qu'on avait établi ensemble. Donc, je suis déjà en train de répondre en fait à quelle forme de feedback. Donc là, on a une série de travaux de recherche qui ont essayé de voir différents types de rétroaction qu'on donne aux élèves, qu'est-ce que ça a produit comme effet sur leur motivation et sur leurs apprentissages. Et qui montrent qu'on peut tout à fait donner un feedback négatif à quelqu'un sans diminuer sa motivation et sans réduire du coup son apprentissage suivant. Et que les feedbacks... un feedback négatif concrètement? Bah, c'est par exemple, t'es pas arrivé à l'objectif qui était assigné. Ton niveau de maîtrise n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on avait établi ensemble. C'est le moment peut-être de vérifier qu'il a bien compris l'objectif, qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais il faut pouvoir dire à un élève clairement qu'il n'est pas, quelque part, il n'a pas le niveau. Quoi. Je veux dire, il y a un niveau collectif qui est fixé réussi, et que peut-être la tâche, elle n'est pas complétée comme on voulait, qu'elle n'est pas réussie comme il fallait. Mais si on dit juste ça, c'est pas du tout informatif pour guider l'action après. Donc en termes de gain pour l'apprentissage, c'est pas du tout efficace. Donc c'est le niveau le plus bas qu'on peut faire en fait en termes de feedback. C'est dire feu vert, feu rouge par exemple. Ouais. Donc l'intérêt c'est de se dire, ok, dans ce que tu as fait, je vois qu'il y a ça et ça qui sont des points forts, il y a ça et ça qui sont plutôt des points faibles. Ou par rapport au là où tu en étais la fois passée, ou la dernière fois qu'on a fait une rétroaction, voilà ta progression, mais on avait fixé que le niveau c'était ça, qui était attendu, et là tu n'y es pas encore. Donc c'est vraiment essayer de réfléchir que l'élève ait des informations précises sur dans ce qu'il a fait, dans sa performance, qu'est-ce qui a l'air de bien fonctionner, qu'est-ce qui n'a pas l'air de bien fonctionner. Ça c'est une première chose, ou la situer par rapport à ce qu'il avait fait avant. Et puis aussi, et c'est un gros travail, hein, vraiment, c'est de pouvoir, parce que ça demande de l'observation probablement, une connaissance fine des obstacles, etc., pouvoir lui dire, mais comment je peux t'aider et comment toi tu peux t'aider quelque part à avancer. Pas juste dire travaille plus, étudie plus, ouais. Mais en disant bon, où est-ce que ça coince et qu'est-ce qu'on peut faire pour le débloquer. Donc c'est ça donc c'est exigeant en fait. C'est plus exigeant que mettre des petites croix ou des petits V là où c'est correct ou des barres ce qui n'est pas correct et donner des points. Ça demande d'aller plus finement dans le processus d'apprentissage en fait. Et comme on l'a dit, là où ça coince, là où l'élève a des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, puis essayer de se dire, mais pourquoi, bon sang, pourquoi lui, alors que la plupart des autres, ils ont compris, pourquoi lui, il n'a pas compris. Et de là, pouvoir essayer de le guider pour qu'il puisse avancer. Ce qui était intéressant aussi dans les travaux de recherche, c'était l'idée de l'heure. C'est-à-dire que quelquefois, on se dit, pour certains élèves, on va leur donner plus facile et plus simple. Mais ils savent bien qu'à ce moment-là, on les leur et que ça a une incidence manifeste sur leur estime d'eux-mêmes. Donc, c'est pas de donner le plus simple. Les élèves savent bien que certaines tâches n'ont pas de valeur, alors que d'autres en ont. Et que même les élèves en difficulté ont besoin d'être effectivement face à des défis, mais c'était le mot que vous employez au tout départ. Alors ça, c'est un point important, puisqu'il y a aussi un ensemble de questions qui nous disent, mais est-ce que différencier, l'enseignement, c'est différencier les tâches? Donc ça, tu viens de commencer à y répondre, mais je pense que ça, c'est vraiment une question qui est transversale et qui est revenue très souvent dans cette conférence. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut réinsister sur cette dimension? Je peux commencer? Oui, bien sûr. Donc, de nouveau, je rappelle, le cadre est bien ici, qui est le cadre de la plupart des systèmes d'enseignement européens, occidentaux, c'est on a défini un socle commun qu'on veut atteindre pour tout le monde. Donc, si on veut que les gens ils apprennent quelque part un peu la même chose, plus on va différencier les tâches, moins ça va être facile. Alors, il faut encore s'entendre sur ce qu'on appelle différencier les tâches. Si c'est différencier le niveau de difficulté, comme je viens de le dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui s'en sortent déjà bien, ils vont progresser encore plus. Et c'est très bien qu'ils progressent, mais le problème c'est que ceux qui ont déjà des difficultés, ils vont continuer à pédaler. Et comme ils perçoivent bien qu'on leur donne des tâches plus faciles, ils vont se dire c'est qu'on estime que je suis mauvais, et puis on est dans une spirale un peu potentiellement négative. Donc, je pense qu'une série de travaux de recherche et d'intervenants d'ailleurs dans la conférence qui suggéraient, c'était plutôt de différencier le guidage ou les ressources qu'on peut donner sur la tâche. C'est-à-dire que garder le même objectif d'apprentissage, mais dire, il y en a qui vont peut-être avoir besoin de consignes plus claires, de pouvoir faire appel à des ressources en plus, alors que d'autres, on va pouvoir les laisser aller de façon beaucoup plus autonome.
et d'essayer de réguler ça pour justement différencier l'accompagnement finalement qu'on met sur la tâche. Alors est-ce que ça veut dire que les élèves doivent toujours travailler sur la même chose tout le temps, en même temps? Non. Ça veut dire que par exemple les sujets sur lesquels ils travaillent, on peut aussi leur laisser le choix. On peut imaginer un système d'atelier ou des choses comme ça où les élèves choisissent le moment sur quoi ils travaillent. Donc ils vont finir par travailler tous sur la même chose, mais à des moments qui peuvent être différents. Donc voilà. Mais attention à cette idée de dire il y en a qui ont plus facile, il y en a qui ont moins facile, on ne va pas leur donner la même tâche, parce que pour moi, ça c'est probablement une des sources du maintien des inégalités dans l'école, c'est qu'on a une diminution du niveau d'exigence envers certains élèves. Ça a été un point important pour le jury, justement, dans l'élaboration des recommandations. Oui, oui, ça a été un point important parce qu'effectivement, c'est aussi la nature de l'expression, quoi, différenciation pédagogique. Et c'est vrai, c'est ce que vous disiez au départ, elle n'est peut-être pas forcément judicieuse parce que le terme de différenciation, c'est aussi différenciateur. Et là, bref, c'est une expression en fait qui est difficilement manipulable. Et effectivement, il y a certaines des interventions, je pense par exemple à celle d'André Tricot sur la charge cognitive, qui nous ont fait aussi avancer parce que finalement, on met les élèves dans des situations qui parfois est fort complexe. Ici, on est dans une bibliothèque pédagogique et effectivement, il attirait notre attention sur le fait que certains manuels vont présenter sur une seule page plus d'une dizaine d'iconographies différentes. Mais ça peut être la nature des documents qui va être hétérogène, la nature des polices, la nature, etc. Et que cette charge cognitive, c'est-à-dire que lorsqu'on va placer l'élève face à ce manuel, pire quelquefois encore devant une photocopie qui est mal, qui est pas bien photocopiée, ils vont se retrouver face à une extrêmement large information, très grande information, dont finalement ceux qui vont réussir à s'en accommoder, c'est grosso modo ceux qui savent déjà. Ceux qui ne savent pas ne pourront pas. Donc lui, il disait clairement, il faut des documents qui vont être très sobres. Mais pas forcément pour tous. Ceux qui s'en sortent, ils peuvent avoir un document sans doute qui est plus prolifique. Mais pour certains autres élèves, il va falloir un document sobre où on puisse voir immédiatement de quoi il en retourne, par exemple. Donc voilà, c'est dans cette hétérogénéité-là, mais ça signifie qu'on est effectivement sur des apprentissages qui vont être en partie communs. Alors, vous évoquiez justement dans cette thématique des tâches le lien qu'il pouvait y avoir justement entre des tâches trop simples et l'estime de soi, etc. des élèves. On a toute une série de questions qui nous interpellent sur le lien entre la différenciation pédagogique et le climat scolaire apaisé. Alors, je vous les livre et puis vous essaierez de voir comment vous pouvez répondre. Alors, quel lien la recherche fait-elle entre différenciation pédagogique et climat scolaire apaisé? Il y a déjà un peu la réponse je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple. Est-ce qu'on a des outils sur tout ça? Autre point aussi, comment faire que la différenciation pédagogique ne stigmatise pas certains élèves? On est bien aussi dans la même question. Et une question qui peut aussi s'en rapprocher, comment prendre en compte l'épanouissement des élèves, leur développement socio-affectif et leurs apprentissages. Alors, c'est des questions notamment sur le climat scolaire qui nous touchent particulièrement, puisqu'au CNESCO, on vient de rendre publique une étude sur la qualité de vie à l'école. Bon, alors, on a regardé d'autres objets, la restauration scolaire et puis l'architecture scolaire. Ceci dit, en recensant la littérature scientifique, on a pu mettre en évidence ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la liaison entre certains indicateurs de climat scolaire et le caractère exigeant intellectuellement des activités pédagogiques qui sont présentées et proposées aux élèves. Alors voilà, je vais livrer un peu en vrac ces questions. Je pense qu'elles sont un peu dans le même univers. Alors, est-ce qu'on a des éléments de recherche? Est-ce qu'au contraire, on débute sur ces dimensions-là? On a entendu des mots qui revenaient souvent, qui étaient cohérence et exigence. Et que la cohérence et l'exigence, même avec les élèves les plus faibles, elle est à tenir. Et que c'est pas du tout de mon domaine de recherche, mais
en fait, il nous a semblé entendre de nombreuses fois que cette cohérence et cette exigence, elle était vraiment au service de l'apprentissage de tous. Alors après, vous avez travaillé quand même plus spécifique, enfin, plus... Je ne sais pas si ces deux termes-là, ça... Sur le bien-être, et puis un ensemble d'indicateurs qui peuvent être référencés sur la confiance en soi, peut-être le sentiment d'efficacité, l'estime de soi. Enfin, voilà, c'est un... Bah, je peux peut-être commencer par l'estime de soi, puis je reviendrai à des choses en fait qu'on a déjà dites. Donc là, c'est aussi des travaux de recherche interpellants pour les chercheurs aussi. Je veux dire, il y a toute une série de travaux de recherche qui vont essayer de voir finalement est-ce que vraiment l'estime de soi était un des facteurs qui pouvait prédire les apprentissages ou la réussite. Et ces travaux de recherche, ils montrent que non. C'est plutôt l'inverse. C'est la réussite scolaire qui construit l'estime de soi. Ouais. Ou l'échec scolaire qui peut être dommageable à l'estime de soi. Donc, une partie de la réponse à la question de l'épanouissement des élèves, c'est quand même de les aider à trouver leur place comme apprenants et se sentir un peu reconnus et valorisés comme apprenants dans l'école, parce que c'est quand même une des premières tâches qu'on assigne à l'école. Et donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir qui inverse un peu les choses, c'est-à-dire que travailler pour en espérer monter la réussite en travaillant l'estime de soi des élèves, ça ne semble pas la stratégie la plus prometteuse. La stratégie la plus prometteuse pour augmenter l'estime de soi ou la confiance en soi, c'est travailler les apprentissages dans les matières, parce que c'est là que les élèves ils ont des difficultés. Et les stratégies qui visent juste à booster leur estime d'eux-mêmes, comme ça, de façon un peu artificielle, elles ne marchent pas. Alors, le climat de classe, oui et non, j'en ai un peu parlé, donc je pense qu'il y a des liens, c'est-à-dire que on peut penser, on peut espérer que quand on va améliorer la réussite de tous les élèves, on va avoir un climat de classe plus apaisé. C'est un pari, mais qui est que en partie confirmé par la recherche. En tout cas, au niveau des établissements, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre la qualité de vie à l'école et la réussite. Ce n'est pas nécessairement les écoles où on réussit le mieux, où on a la meilleure qualité de vie, et ce n'est pas parce qu'on a la qualité de vie qui augmente dans une école qu'on a la réussite qui augmente. Donc ce n'est pas spécialement des sphères qui sont totalement connectées. Mais ici, pour revenir vraiment au thème d'ici, donc l'idée d'atteindre un socle commun, donc je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est comme je l'ai dit, on sait qu'il y a une série de choses qui vont être des vrais boulets, c'est-à-dire qu'il y a des choses surtout à éviter, parce que quand on les fait, ça creuse les écarts, y compris en termes de comportement. C'est-à-dire ça va inciter certains élèves à baisser complètement les bras, à peut-être plus décrocher, ou alors à réagir par de la violence, de la révolte et de la colère. Et ça, c'est justement tout ce qui peut être perçu comme une injustice, une inégalité de traitement, des formes de discrimination. Alors, c'est parfois sensible, parce que parfois on se dit c'est le point de vue de l'un, c'est le point de vue de l'autre, mais voilà. Et donc c'est pour ça que j'insiste tantôt sur un climat où on évite la comparaison, la compétition, etc. Parce que ça, c'est des choses qui vont renforcer les tensions entre élèves. Et qui vont avoir des effets pas vraiment positifs sur l'apprentissage. Donc là, donc ce climat de sécurité qu'on peut construire dans la classe, mais qui est parfois très difficile à mettre en place. Évidemment, parfois c'est là que ça coince aussi dans certaines écoles, dans certaines classes. C'est quelque chose d'important. Et je pense qu'une façon d'y arriver, justement, quand on disait utiliser les relations entre élèves au service de l'apprentissage, c'est-à-dire profiter en fait de cette envie que les élèves ont d'interagir, d'être ensemble, etc., pour en faire quelque chose pour l'apprentissage, plutôt que de leur demander de se taire et d'écouter l'enseignant. Je pense que ça, c'est une des clés. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ces méthodes-là, comme le tutorat et l'apprentissage coopératif, ont pu documenter un effet de réduction des inégalités. Peut-être parce qu'elles améliorent quelque part, et enfin d'autres travaux le montrent, elles améliorent aussi le climat relationnel dans la classe. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a peut-être là certaines approches qui sont de nouveau pas des panacées, parce que la recherche ne nous dit pas qu'on va transformer tout d'un coup toutes les classes en un univers enchanté, mais elles nous disent dans les différentes choses qui ont été essayées, ces approches-là semblent intéressantes et elles permettent apparemment de combiner des avantages en termes d'apprentissage et en termes de bien-être pour l'enseignant et pour les élèves. Alors ça justement, ce sera la thématique de notre seconde séance de ce cycle de conférences virtuelles interactives, ces approches coopératives. Vous avez tous les deux évoqué, c'est vraiment au cœur des recommandations, ce travail sur des groupes d'élèves. Alors, sans déflorer évidemment tout ce qu'on va se dire pendant la seconde séance, quels sont justement les arguments scientifiques, puisque prenons quand même 5 minutes pour rappeler les résultats de la recherche sur ce point-là. Et puis
qu'on rentrera beaucoup plus en détail dans notre seconde conférence virtuelle interactive sur comment on fait. Parce que je pense que c'est assez compliqué. Comme vous le disiez très rapidement, c'est pas juste mettre des élèves ensemble. Mais déjà, pour cette première séance, juste sur les résultats de la recherche sur ces approches coopératives et puis peut-être justement comment ça a interpellé le jury et pourquoi vous l'avez mis dans les recommandations. Alors dans la conférence, plus particulièrement, ça a été une intervention de Céline Bux qui est suisse, de l'Université de Genève. Donc on peut revoir en ligne. Bien sûr, c'est pour ça que je donne aussi quelques éléments, comme vous pouvez entendre aussi Benoît Galland, voilà. Là, elle a été quand même assez explicite en disant que la parole et la circulation en fait de la parole entre les élèves permettait pour des élèves plus avancés de pouvoir s'approprier aussi mieux les démarches. Donc c'est un plus pour eux, mais leur permet aussi d'avoir une autre manière de faire circuler la parole que celle de l'enseignant auprès d'un élève plus faible. Et tout à l'heure, vous parliez de discrimination. Donc là aussi, ça permet de rester au sein de la classe, de ne pas externaliser des groupes et de permettre à certaines conditions, des travaux qui vont se faire entre pairs. Et elle indiquait aussi que quand même, ça se fait à certaines conditions, c'est-à-dire que certains binômes, par exemple, vont bien fonctionner. Donc peut-être aussi que les élèves travaillent plus avec un élève avec lequel ils s'entendent plutôt bien. Enfin, il y a aussi des conditions qui peuvent se mettre, mais qu'en tout cas, cette circulation horizontale de la parole, elle a un bénéfice pour les forts et pour les plus faibles. Et il semble aussi que c'est finalement des indications qui peuvent être c'est des manières de faire qui sont assez simples à mettre en place, mais si c'est bien connecté à des objets d'apprentissage. C'est-à-dire, on ne les fait pas parler, quoi. On ne les fait pas discuter, mais bien toujours de relever qu'est-ce qui fait qu'on se met en diade, par exemple, avec un tuteur et un tutoré, pour apprendre quoi? Alors, sur les résultats de la recherche, parce que c'est un champ qui a énormément Donc, été... je vais peut-être faire un lien avec ce qui vient d'être dit. Les recherches montrent très clairement que, par exemple, des dispositifs qui sont pensés pour être de la remédiation pour les élèves, donc dans les yeux des adultes sont une aide, sont souvent perçus par les élèves qui les subissent comme une punition. Ouais. Comme on disait, parce que c'est stigmatisant. Parce que... Alors, quoi précisément? Soyons précis. Par exemple, être envoyé en remédiation, qui sont souvent des heures dans l'horaire, en tout cas en Belgique, c'est une heure en plus ou sur le temps de midi. Ou sur, voilà. Et donc, finalement, les élèves qui s'en sortent bien, ils sont libérés de ça, et les élèves qui ont des difficultés, on leur en rajoute une couche. Et c'est vécu, alors c'est vraiment fait avec les meilleures intentions du monde, souvent par les équipes pédagogiques, mais c'est vécu par les élèves souvent comme plutôt une sanction et la preuve qu'ils sont mauvais, en fait, qu'ils ne sont pas capables. À l'inverse, qu'est-ce que c'est l'apprentissage coopératif? Donc c'est un courant de recherche qui s'est développé depuis au moins une cinquantaine d'années et qui essaye de réfléchir en disant, les questions de départ, c'était est-ce qu'il n'y a pas des gains à faire interagir les apprenants entre eux pour l'apprentissage par opposition à un travail individuel, chacun travaille de son côté, ou à un travail en compétition. Ça, c'est le schéma de base de ces recherches-là. Et finalement, c'est beaucoup d'interrogations sur à quelles conditions mettre les élèves en interaction pour apprendre, ça va vraiment être fructueux pour l'apprentissage. Et c'est des travaux qui montrent que globalement, l'apprentissage coopératif comparé aux autres conditions que j'ai dites est vraiment bénéfique pour l'apprentissage, mais en plus c'est une des seules méthodes pédagogiques qu'on connaît qui a prouvé qu'elle pouvait réduire les stéréotypes et les préjugés entre élèves, qui renforce l'intégration des élèves handicapés et des choses comme ça. Donc on a des bénéfices sociaux, si on veut, qui sont là. C'est des techniques pédagogiques qui peuvent augmenter la motivation des élèves. Donc un bilan plutôt positif, mais aussi positif en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ça ne marche pas, il y a des situations où ça ne marche pas bien, et il y a des conditions qui ne sont pas très compliquées à mettre en place, mais qui semblent vraiment importantes pour qu'on puisse y arriver. Donc
Voilà, c'est tout en nuances. Et bah, il y a des ouvrages qui sont très très accessibles sur l'apprentissage coopératif en français, qui sont très bien faits. Donc voilà, c'est les gens qui sont intéressés, je les invite à aller consulter ça. Mais donc voilà, on a ce cadre de recherche-là qui nous dit est-ce que c'est les seules approches pédagogiques dont on a pu montrer qu'elles avaient un gain sur l'apprentissage? Non. On sait qu'il y a d'autres façons de faire qui peuvent augmenter l'apprentissage. Mais, et c'est pour ça que j'en avais parlé dans ma présentation, c'est une des seules dont on a pu montrer qu'elle réduisait les écarts de résultats entre élèves. Pas au détriment des bons élèves, donc pas en les freinant, mais vraiment en tirant vers le haut les élèves les plus faibles. Mais là aussi revient au premier plan la nature de la situation. C'est-à-dire que Céline Bux, elle a bien spécifié que il est nécessaire pour que des élèves coopèrent que la situation demande aussi une coopération, ou en tous les cas soit structurée autour de la nécessité d'une coopération. S'il n'y a pas de nécessité de coopération, les élèves ne coopéreront pas. Et c'est ce que l'on voit assez régulièrement à l'école, c'est-à-dire quand on dit on va mettre les élèves en atelier, pour justement, ou en îlot, pour qu'ils coopèrent, et que chacun a sa feuille, son exercice à faire, et qu'il a une feuille individuelle, en fait, il n'y a pas de nécessité de coopération. Donc on les a mis en îlot, donc il y a un air de famille avec la coopération. En revanche, cet air de famille, il s'arrête là, puisqu'ils n'ont pas besoin, pour produire leurs tâches, ils n'ont pas nécessairement besoin de coopérer. Donc là aussi, ça renvoie à l'activité du professeur d'anticiper et de réfléchir. Je veux leur faire apprendre ça. Je vais, pour ce faire, les faire travailler en groupe ou les faire travailler en binôme. Mais comment est-ce que je vais bien structurer ma séance pour qu'il soit nécessaire de coopérer? Donc ça peut signifier qu'on va s'aider mutuellement, mais qu'il va pouvoir y avoir aussi des tâches complémentaires qui, à un moment donné, c'est cette complémentarité qui va faire l'ensemble de l'action. Donc ça, c'est vraiment sur l'organisation que va anticiper le professeur par rapport à un apprentissage. Et je rajoute juste qu'un des facteurs clés là-dedans, ça va être le type d'évaluation qu'on va développer après. Parce que demander aux élèves de coopérer et puis faire une évaluation qui est purement individuelle à la fin, ça perd en effet beaucoup de sens. Et du coup l'intérêt de coopérer, voir les bons élèves qui vont dire c'est bon, je vais faire le travail, quoi. Comme ça, au moins, on aura des bonnes notes. Enfin, moi, j'aurai des bonnes notes, en tout cas. Donc, il y a vraiment un enjeu là autour de l'évaluation aussi qui doit être réfléchi. Alors, ça fait le lien avec une autre question sur l'évaluation. Alors là, très pratico-pratique. J'ai quelques cas d'élèves qui produisent très peu à l'écrit. Lycée, SVT. Donc, on a beaucoup de collègues en lycée aussi. Manifestement, la conférence a intéressé sur tous les niveaux d'enseignement. Une différenciation de l'évaluation en début d'année scolaire serait-elle pertinente? Par exemple, proposer de s'enregistrer avec un MP3 plutôt que de rendre feuille blanche. Une copie pour l'enseignant, une copie pour l'élève qui rédige ensuite à la maison. Document évalué, mais pas compté dans la moyenne. Alors, est-ce qu'il y a... là, on est bien sur des modalités d'évaluation qui pourraient être aussi différenciées. Alors ça, c'est... oui, les questions sont très pratiques et ça doit... Ce qui est intéressant aussi dans les échanges avec les praticiens, c'est qu'on a un certain nombre de collègues qui sont ressortis en disant « Ah ben tiens, j'avais jamais imaginé ça comme piste de recherche, mais voilà. » Donc ça, bon, c'est peut-être pas... Ça peut peut-être pas été analysé pour l'instant, mais on voit bien que... Est-ce qu'on peut avoir aussi des modalités d'évaluation qui seraient différenciées voilà, est-ce que... Alors là, je peux chausser peut-être ma casquette de mission école inclusive, parce que ça, c'est... Alors, je change un peu de pied, mais bon, après tout, on est peut-être là aussi pour répondre, mais c'est vrai que dans la diversité des élèves, il va pouvoir y avoir des élèves qui ont des blocages, qui ont l'impossibilité de passer à l'écrit. Eh bien, si effectivement on les évalue avec les mêmes modalités que leurs camarades, on n'évalue rien. Donc, on a deux solutions. Soit effectivement, ce jeune, puisque là on est avec des lycéens, eh bien, a la possibilité à l'oral de répondre à la question posée
Et donc de montrer ce qu'il sait sur cette question à l'oral, ça semble être assez naturel s'il ne passe pas du tout à l'écrit. Ce qui ne signifie pas qu'on ne va pas lui demander à un moment, c'est ce que vous disiez en fait, bon bah tu en es là, bon maintenant voilà, maintenant il va falloir aller, ben oui, il va, voilà, il va falloir une maîtrise ça fait partie du socle commun. voilà, et de garder en fait, de garder trace en fait. Maintenant, dans l'école inclusive, il y a aussi, et ça les enseignants le savent bien, des compensations au niveau de la passation des examens. Pour certains élèves, ils vont être évalués pour le baccalauréat sur d'autres manières. Enfin, d'autres, ils auront un secrétaire, ils seront quelqu'un qui va transcrire en fait ce qu'ils disent. Donc là, ce n'est finalement qu'un moyen, parce que le fond est bien là, c'est-à-dire qu'on ne déroge pas à ce que l'on attend d'un élève. Maintenant, le moyen de le restituer peut être à l'écrit et pourquoi pas pour certains élèves à l'oral. Avec l'idée qu'il y a quand même un socle commun et qu'il y a quand même aussi des objectifs. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on veut tendre vers. Maintenant, sur une production de l'écrit. Oui, on va prendre en considération aussi. Et c'est comme disait Benoît, c'est-à-dire que l'élève, quand il voit qu'il progresse, qu'il apprend, eh bien, il accepte à un certain moment d'autres tournures et d'autres formes d'apprentissage. Et du coup, il prolonge, enfin, et à un moment donné, il sera beaucoup plus adéquat dans ses réponses et dans les attentes qu'il ne l'était au départ. Mais toutes ces traces de l'activité, comme effectivement garder trace de ce que l'on sait au départ, et donc ce collègue de cette évaluation dont il parle en début d'apprentissage, c'est pas du tout obligé d'être évalué et contrôlé par une note, mais bien de garder une trace et peut-être ensuite de montrer à l'élève par rapport à cette trace de départ, eh ben dis donc, tu as super progressé. Et c'est ça qui peut peut-être l'enrôler en fait dans l'avoir envie de poursuivre l'apprentissage et donc d'être ramené à une norme. Donc, je veux dire que je trouve ça aussi, ça montre aussi l'imagination des enseignants et ce qu'ils sont prêts à faire. Et donc je pense qu'il ne faut surtout pas entendre des résultats de recherche qui sont des probabilités comme des contraintes et des choses qui doivent brider l'imagination et qui doivent... c'est pas parce qu'il y a un résultat de recherche que ça doit se transformer d'office en recommandation. Juste ici, j'aimais bien, quelqu'un a dit pendant la conférence de consensus, organiser la progression des élèves et l'accompagner. Je vois vraiment ça ici, comme ça vient d'être dit, que ça peut être intéressant si c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire de réfléchir à évaluer un élève pour juste montrer qu'il ne sait rien et qu'il est nulle part. Bah, c'est pas comme ça qu'on va déclencher un mécanisme d'apprentissage. Donc c'est vrai qu'à certains moments, si on est prêt à le faire, si on estime qu'on a suffisamment de temps pour le faire, trouver des façons quand même de l'évaluer autrement, mais dans une progression organisée de l'apprentissage, en étant très clair, en disant écoute, voilà, c'est vrai qu'on voudrait savoir où tu en es, montrer ce que tu sais déjà faire, mais en même temps, sache qu'on voudrait arriver là et on va essayer de réfléchir à quelles sont les étapes ou les marches de l'escalier qu'il va falloir franchir ensemble. Je pense que c'est plus positif qu'en effet, juste attester qu'il ne sait pas. D'accord. Donc c'est finalement à poser des pierres le long d'un chemin, tout en ayant toujours cet objectif que vous avez souligné tout au long de la conférence. Peut-être deux questions, puisque le temps tourne, on arrive à la fin de cette conférence. Alors, évidemment, on a eu pendant quelques années le dispositif plus de maîtres de classe, donc il y a des questions autour de ce dispositif. Est-ce que, la question est la suivante, est-ce que certains gestes professionnels étudiés lors de recherches sur le dispositif plus de maîtres de classe peuvent être transposés dans d'autres modalités d'enseignement? Je pense que les écoles ne veulent pas perdre finalement certains acquis professionnels, certaines pratiques dont on pourrait voir qu'elles ont un intérêt dans un autre cadre. Même si le dispositif quelle que soit la situation de ce dispositif particulier, qu'est-ce qu'on a pu y apprendre et qu'est-ce qu'on pourrait réinvestir dans ce dispositif-là ou dans d'autres formes de fonctionnement de classe? Alors, je pense que le travail en collectif est vraiment quelque chose que, mine de rien, les enseignants et les équipes enseignantes engagées dans le plus de maîtres que de classe disent est particulièrement efficace. C'est-à-dire de travailler à plusieurs, de rendre cohérents les apprentissages au sein d'un cycle,
de parler du métier, de dire de quelle manière on fait les choses. Ce qui est intéressant dans les résultats que nous avons pu montrer aussi, là je prends ma casquette un peu de chercheur, mais bon, sur le dispositif plus de maîtres que de classe, c'est qu'au départ, les équipes enseignantes étaient polarisées par les formats d'organisation de la classe. Est-ce qu'on est à deux? Est-ce qu'il y a un groupe? Est-ce qu'on fait des ateliers? Etc. Et puis, très naturellement, au bout d'un an, les enseignants ont demandé à être formés sur des aspects très didactiques, donc sur les apprentissages. Parce que c'est les apprentissages qui sont devenus premiers, et à partir de ces apprentissages, eh bien, on va par exemple dire la production écrite, eh bien, c'est mieux qu'on soit à deux dans la classe. Donc ça, par exemple, les équipes pourraient se dire de quel moment on pourrait disposer pour être à deux quand on est sur des activités complexes. Alors que le code, par exemple, c'était essentiellement au cycle 2, donc l'apprentissage du code, en fait, on préfère faire un groupe avec des élèves qui ont des difficultés. Et donc là, c'était bien par rapport à la nature des apprentissages qu'étaient réfléchis a posteriori les modalités. Et que ce dont avaient besoin les enseignants et ce qu'ils ont réclamé, c'est eh bien, comment est-ce qu'on peut être mieux formé aux obstacles que peuvent rencontrer les élèves pour pouvoir mieux y répondre et organiser de manière diversifiée la classe. Et je trouve que c'est finalement, par rapport aux recommandations que nous avons faites, c'est aussi une assez jolie preuve qui dure depuis 4 ans et dont on espère qu'elle va pouvoir se poursuivre. Mais c'est une jolie preuve que ce travail d'équipe a reconsidéré les manières de faire apprendre aux élèves et que les a repolarisés sur les questions d'apprentissage et de fondement du métier et en collectif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, sans doute, jusqu'à présent, faisait relativement défaut en France et qu'il y avait une nécessité de travailler à plusieurs si on voulait rendre ce dispositif plus efficace. Et en tous les cas, je dois dire, l'engouement des équipes du premier degré pour ce dispositif et la pénétration de ce dispositif, quelque part, en tous les cas, de ces questions liées à ce dispositif dans le second degré, parce que pour ma part, je suis de plus en plus interpellée dans des collèges ou dans des lycées pour reconsidérer justement ce travail à plusieurs et qu'est-ce que ça peut apporter dans l'efficacité des résultats et des élèves. Alors ça, c'est peut-être une thématique qu'on proposera justement pour une dernière séance. Merci beaucoup à tous vous deux, à tous les deux. Alors évidemment, il reste des questions, et notamment celui de la formation. Je pense qu'on les grainera et on le développera aussi dans les autres séances. Mais je pense que vous avez déjà offert là à notre public une entrée en matière tout à fait conséquente. Donc on vous retrouvera en début d'année prochaine, donc autour une seconde conférence virtuelle interactive autour des approches coopératives et la différenciation pédagogique. Dispositif qui vous permettra d'être plus nombreux à suivre en direct évidemment la conférence, puisque vous avez été extrêmement nombreux à vouloir écouter nos deux intervenants et puis poser des questions. Vous pouvez aussi réécouter en différé cette conférence et puis la faire tourner autour de vous pour tous ceux qui n'ont pas pu assister en direct. Merci pour votre présence, merci pour les questions. Merci pour les exigences, les échanges. Nous avons entamé là un cycle et on va essayer de le tenir avec vous. À bientôt.